C'est la réponse de Jihan à toute rencontre avec Takeda. Et ça ne change pas. Le responsable du recrutement de la 4e plus grande guilde du monde vient d'être rejeté par un joueur bronze coréen. Takeda est forcément furieux. Il le serait de toute façon, s'il n'était pas un sale type. L'homme arbore un sourire étrange et réarrange sa cravate en réalisant que Jihan possède un véritable pouvoir. Un pouvoir capable de lui arracher une carte de visite des mains et de la réduire en lambeaux en un instant. Il vaut vraiment la peine d'être recruté en Corée, rien que pour cette seule puissance. Il reste néanmoins un joueur bronze, ce qui signifie qu'il est une étoile montante qui deviendra encore plus grande à l'avenir. Takeda est encore plus déterminé à rallier Jihan à sa cause, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, dans le couloir menant à l'ascenseur, Seiya et son oncle échangent un high five pour leur performance. Bravo! Tandis qu'ils continuent de discuter dans le couloir du hall, Jihan reçoit de manière inattendue un don de quelqu'un. Sur la base du message sous le don, il semble que le sponsor soit Takeda, qui a fait tout son possible pour faire un don à Jihan, même s'il a éteint la radio. Sa façon de parler est bien trop effrayante pour dire « Ah !» et Jihan envisage même de le bloquer, malgré le généreux don qu'il a reçu de lui. Leur conversation est interrompue par une voix interpellant Jihan et Seiya. C'est Aon et son garde du corps, Gyeong. Elle se présente comme la 3e responsable de la guilde divergente, et bien qu'elle paraisse professionnellement heureuse de le voir, Ga Young n'a pas l'air aussi enthousiaste. Derrière elle, elle s'excuse d'être venue le voir si soudainement. Malgré les circonstances, Jihan lui explique qu'elle n'aurait pas dû pouvoir entrer sans être directement impliquée avec eux, mais elle a quand même réussi à passer la sécurité. Jihan remarque aussi que sa voix lui semble étrangement familière, presque comme s'il la connaissait déjà. Ayon explique qu'elle entretient des liens étroits avec le département BattleNet de Corée du Sud, et que ce sont donc ces relations qui l'ont aidée à trouver sa place ici. Elle a une grande confiance en elle, et son attitude peut paraître presque effrontée. Jihan est sûr d'avoir déjà rencontré quelqu'un avec ce genre de comportement. Alors qu'elle continue de parler, il se souvient enfin exactement où il l'a vue. C'est une vieille amie de sa vie passée qui portait toujours un masque. A remarque l'expression stupéfaite sur le visage de Jihan et suppose que c'est parce qu'il est tombé amoureux de cette nouvelle venue. Jihan, quant à lui, doit tester une de ses théories. Il cite une citation qu'il lui a déjà entendue dans sa vie passée, histoire de s'assurer que le monde regorge de possibilités. Difficile d'ignorer qu'il s'agit d'une citation du grand écrivain Dostoïevski, connu pour son addiction au jeu. Il lui demande directement si elle aime cette citation. Gyeong s'avance devant Haon d'un air protecteur et exige de savoir qui est exactement Jihan. La passion de Haon pour le jeu est un secret que peu de gens connaissent, donc personne de l'extérieur n'est censé le savoir. C'était la dernière confirmation dont Jihan avait besoin. Cela signifie sans aucun doute que Hayan est le manager d'American First. Dans sa vie passée, il était le seul autre Coréen de la guilde que lui, et c'était quelqu'un qu'il connaissait particulièrement pour son amour de la boisson et du jeu. Malgré cela, elle a été promue au rang de maître de guilde de second rang grâce à sa capacité vocale. À l'origine, cette capacité ne pouvait conférer que des bonus d'expérience. Mais après la fin du tutoriel, la portée des classements et des statistiques des cadeaux, ainsi que d'autres aspects du jeu, s'est rapidement étendue. La capacité vocale est devenue une compétence extrêmement précieuse, et le plus fort parmi ses utilisateurs était Zero. Mais dans le présent, Zero. Lee Hae-yeon ne peut s'empêcher de grimacer de douleur lorsque son addiction au jeu est révélée à ses inconnus. La guilde divergente a réussi à recruter Fleur de Prunier et Zero. C'est une liste impressionnante. Même dans le tutoriel, Jihan dissimule rapidement ses soupçons sur son côté joueur en leur racontant qu'il l'avait déjà vu lors d'une de ses émissions en direct. Il leur explique que son message était mémorable et que c'est pour cela qu'il a dû lui poser la question. Puis il s'excuse de les avoir surpris. Hae s'éclaircit la gorge, espérant pouvoir passer à autre chose après cette conversation embarrassante le plus rapidement possible. Alors qu'il continue de parler, Jihan ne peut s'empêcher de sourire à ses pitreries, et cela ne fait que convaincre davantage Seiya qu'il doit l'aimer. Haon profite alors de cette atmosphère désormais confortable pour aborder Jihan avec plus d'assurance. Elle lui dit qu'elle pressent qu'ils se verront plus souvent, puis sort son téléphone et le lui tend.
Son objectif est clair. Elle veut l'inviter à la guilde des divergents et espère qu'ils pourront se revoir en privé. Seaha ne peut s'empêcher de crier de joie face à cette nouvelle. On dirait qu'elle va bientôt avoir une nouvelle tante. Même Haeyeon croit qu'elle a eu un impact durable sur Jihan par la façon dont elle a agi. Et elle jette un coup d'œil à Jung, qui a été rejeté par Jihan dans le passé. Cet acte aurait été parfait si ce n'était pas le fait que Jihan ne se souvient toujours pas de son numéro. Il se retourne et demande à CA si elle peut donner son numéro à la place. Mais CA le lit mal et pense que Jihan joue simplement à se faire désirer. Ce n'est pas le cas, mais elle croit à tort. Que Jihan a une sorte de grand plan et décide de l'aider en faisant semblant d'être à nouveau étourdi et malade. Après avoir remarqué qu'elle devait vouloir rentrer, Jihan s'excuse auprès d'eux et demande à Haon sa carte de visite pour pouvoir la contacter plus tard. L'oncle et la nièce continuent ensuite leur marche vers le penthouse, CA croyant à tort que son oncle s'est soudainement transformé en playboy. Gyung et Haeyeon commencent à sortir de l'immeuble, et le garde du corps tremble visiblement. Après l'échange, Haeyeon dit à Gyung d'arrêter de se retenir et de rire, car elle est sur le point de s'énerver. Alors que Jihan et CA reprennent l'ascenseur pour retourner au penthouse, CA fait remarquer qu'elle ne s'attendait pas à ce que son oncle porte les vêtements de son père. Jihan ne peut s'en empêcher, car ses propres vêtements ne lui vont plus. De toute façon, ce n'est pas comme si les vêtements avaient fait quelque chose de mal. L'homme est le problème, et tant que cela lui va bien. Alors c'est bon? Puis elle lui demande ce qu'il a fait plus tôt, disant à une jolie femme qu'il a oublié son numéro de téléphone. Jihan n'a aucune idée de ce dont elle parle et semble vraiment confuse, alors que CA le gronde pour avoir fait semblant d'oublier son numéro. Mais alors Jihan lui dit qu'il ne connaît vraiment pas son numéro de téléphone et qu'il ne jouait pas au difficile à obtenir. Plus tard, il est temps qu'une autre mission commence et celle-ci est encore une autre mission de défense de tour. Tout comme avant, le but est de garder le cristal et de survivre à la foule de zombies. Jihan n'est pas mentalement prêt pour cette mission puisqu'il a passé tellement de temps à essayer de réconforter CA. Après avoir réalisé qu'elle avait accidentellement interrompu les chances de son oncle de nouer une relation, elle a supposé à tort que Jihan aimait Lee Haeyeon, alors qu'il n'éprouve aucun sentiment romantique envers une joueuse comme elle. Mais malgré ses sentiments pour elle, il n'aurait jamais imaginé revoir Zero comme ça. Dans sa vie passée, ils avaient noué une amitié profonde, car ils venaient tous deux du même pays. Pendant leurs jours de repos, ils parient également sur le sport pour passer le temps. Zero était très obsédée par les paris et continuait même si elle perdait plusieurs fois de suite. C'est durant leurs moments intimes qu'il l'a entendue utiliser la citation qu'elle semble tant apprécier. Elle avait aussi une cicatrice au visage qu'elle refusait d'effacer, considérant cela comme le prix à payer pour avoir pactisé avec le diable. Elles avaient aussi beaucoup en commun malgré leur statut de réfugiés, et cela les a amenés à devenir amis. La plus grande chose qu'ils avaient en commun était la culpabilité, la haine de soi et le regret de ne pas avoir réussi à protéger les personnes qu'ils aimaient. Jihan baisse la tête tandis que des souvenirs douloureux lui reviennent en mémoire, mais le flot de commentaires sur son fil le ramène à la réalité. Il remarque également la grande épée qu'il tient à la main, sans doute la première arme normale qu'il apporte en mission depuis qu'il a commencé à se battre. Cette arme est l'épée de massacre de chevaux du pontife Durk de Rancé, et bien qu'elle soit de Rancé, Jihan a réussi à l'obtenir à un prix étonnamment bas. Maintenant qu'il le tient, il comprend pourquoi. Il est vraiment bon marché. Il est bien trop gros et lourd pour la plupart des gens, mais pour lui, il est assez facile à utiliser. Il manie l'épée pour se familiariser avec, et ses spectateurs sont visiblement impressionnés par son aptitude évidente au combat. Il lui demande de leur montrer sa fenêtre de statut afin qu'ils puissent enfin voir sa classe et ses statistiques. Il semble avoir beaucoup de spectateurs, alors il commence à demander plus de choses en ce moment. Il a déjà 12 000 spectateurs en direct. Jihan n'est pas sûr de vouloir montrer sa fenêtre de statut au public en ce moment, mais il ne peut pas les ignorer car ce sont des habitués. Il décide d'être franc à ce sujet car beaucoup de gens sont curieux, et il allume son micro pour leur parler directement. Il leur dit qu'il révélera sa fenêtre de statut s'ils parviennent à faire en sorte que sa chaîne atteigne 200 000 abonnés. C'est un exploit, car il n'en a que 10 000 pour le moment, mais il leur promet de le faire dès qu'il en aura 200 000.
Mais pour rendre l'affaire plus intéressante, il ajoute une condition supplémentaire afin qu'ils ne se plaignent pas trop. Il leur dit que s'il ne parvient pas à obtenir la première place dans aucun jeu à partir de maintenant, il révélera sa fenêtre de statut dès qu'il perdra. L'accord a eu l'effet escompté et tout le monde semble désormais beaucoup plus intéressé par le défi qu'auparavant. Ils pensent tous que Jihan sera vaincu dès qu'il sera confronté à un troll. Juste au bon moment, les 3 joueurs restants sont également invoqués. Dès que Jihan les voit, il ne peut pas croire à sa terrible chance. De toutes les personnes à rencontrer, il devait trouver les 3 pires personnes avec lesquelles il pouvait être associé en même temps. Le premier est l'enfant étincelant que Jihan a impitoyablement détruit il n'y a pas si longtemps. Et le deuxième est le mage que Jihan a traité comme un jouet anti-stress lors de sa première mission de défense. La seule personne de cette équipe qui n'a pas encore été assassinée par Jihan est au moins le footballeur professionnel devenu joueur Diego Maciel, le meilleur joueur argentin avant la régression de Jihan. Pour l'instant, Diego n'a rien d'extraordinaire et semble très fragile, avec une barbe en bataille. Mais en plus de ça, il se passe quelque chose d'étrange. Shinny est la guerrière, Kim Do-hyuk est le mage, tandis que Jihan est le soutien. Cela signifierait que Diego est l'archer. Dans la dernière vie de Jihan, Diego était un mage, donc quelque chose d'étrange a dû se produire. Kim Do-hyuk n'est pas non plus ravi de ce duel. Après avoir été éliminé par Jihan la dernière fois, il a perdu sa compétence et ses récompenses de la dernière mission. Soudain, un certain Sword King Family, 898, enregistre une mission de récompense. Sa mission consiste à détruire le cristal et à empêcher Seong-gi-han de remporter la première place. Et la récompense, tout comme avec Golden Light, est une somme d'argent absurde. Le jeu commence et Diego passe immédiatement à l'offensive. Il commence à battre les zombies avec son ballon de football, réussissant de manière impressionnante à faire tomber chaque zombie de la tour avec des tirs précis. Puis il dit à Jihan de lui donner plus de buffs de soutien pour qu'il puisse obtenir plus de puissance. Jihan n'avait pas assez de statistiques pour utiliser les compétences de soutien auparavant. Il ne l'a donc jamais essayé, mais maintenant que son pouvoir divin est plus élevé, il peut peut-être essayer de l'utiliser. Maintenant, il donne un buff de force, et cela prouve également qu'il doit être un support puisqu'il peut donner des buffs. Mais cela ne fait qu'accroître la confusion chez ses spectateurs quant à sa véritable classe. Puis, avant qu'il ne commence le combat, il demande à Kim Do-hyuk s'il est prêt à jouer correctement. Cette fois, Golden Light, qui essaie toujours d'être le fanboy numéro 1 de Jihan, s'intéresse à savoir si Jihan et Kim Do-hyuk se connaissent en ce moment, bien que le mage n'ait pas le choix, et il est probable que s'il agit à nouveau de manière difficile, alors Jihan va le rejeter à nouveau. Le mage n'a d'autre choix que de jouer la prudence, et avec ça, Jihan sautait de la tour pour affronter les zombies. Diego a d'abord l'impression que Jihan est fou, et le mage partage pleinement cette analyse. Il n'aime pas Jihan du tout, et surtout pas qu'il semble le traiter comme un subalterne. Le mage en a assez. Si Jihan veut faire tout ce qu'il veut, alors il devrait aussi pouvoir se déplacer et faire ce qu'il veut, non? Jihan tombe directement dans la fosse au monstre mort-vivant, une boule de feu déjà chargée dans sa main, prête à exploser avec sa réserve de mana nouvellement débloquée, ainsi que son pouvoir divin qui s'est accru après qu'ils aient fusionné pour créer de la force. Une petite horde de morts vivants n'est rien pour notre MC. Il déchaîne une pluie de feu divin sur les zombies qui l'attendent. Puis, alors qu'il atterrit, il se retourne avec son épée comiquement grande et s'écrase directement sur le sol, libérant une onde de choc si forte qu'elle tue tout dans un petit rayon. Même Diego a du mal à croire qu'un support en bronze puisse être si puissant, tandis que Goldie s'émerveille devant l'homme qui l'a battu à mort à 2 reprises. Toute cette série d'exploits est diffusée en direct. Certains spectateurs spéculent que Jihan aurait déjà tué 100 zombies avec cette seule attaque. Viennent ensuite les zombies sanglants, plus imposants et bien plus résistants que la chair à canon habituelle à laquelle Jihan a dû faire face. Ils se ruent sur lui, mais se heurtent inopinément à un mur invisible qu'ils ne parviennent pas à franchir. C'est parce que Jihan teste la véritable valeur de la force, la capacité de contrôle spatial. Grâce à elle, il est capable de générer un territoire absolu, une façon astucieuse de le préserver.
Il peut limiter les mouvements de quiconque a le malheur d'y pénétrer, et dans certains cas, il peut même contrôler leurs mouvements. La plupart des gens ignorent ce pouvoir, mais Jihan le connaît très bien. Dans sa vie passée, Baran, dont la maîtrise de la force était un véritable désastre, utilisait toujours Jihan comme partenaire d'entraînement. Il s'entraînait sans cesse. Et grâce à cela, Jihan se retrouvait souvent face à la force de Baran et était capable de comprendre parfaitement ses capacités. Jihan est un être absolu qui peut utiliser le mana et le pouvoir divin simultanément, tout en ayant également accès à la force et au pouvoir martial. Rien qu'en termes de piratage brut, Jihan est largement supérieur à tous les joueurs de la Ligue Bronze. Moins d'1 minute après avoir atterri au milieu de la horde de zombies, Jihan en a déjà éliminé plus d'une centaine. La dernière fois qu'il a eu une mission de défense, il n'a pas pu terminer la quête des 1000 victimes. Mais cette fois, il est sûr de pouvoir y arriver. Il lui suffit d'aller un peu plus vite et il devrait y arriver. À chaque coup de son arme, des dizaines de zombies tombent en même temps avec facilité. Et pour tous les autres spectateurs, cette scène est tout simplement absurde. Ces téléspectateurs comprennent désormais pourquoi il a affirmé avec tant d'assurance qu'il continuerait à remporter la première place à chaque match. Le problème est maintenant de lui faire atteindre 200 000 abonnés pour qu'il puisse voir sa fenêtre de statut. Le reste d'entre eux ne peut que rester là à regarder et Jihan porte l'équipe sans effort. Mais une personne en particulier est étrangement silencieuse. Do-hyuk arbore un sourire menaçant et les spectateurs réalisent que quelque chose ne va pas. Ils demandent à Golden Light de se retourner et de vérifier le mage, et Goldie voit immédiatement ce qui se passe. Do-hyuk se tient à côté du cristal qu'ils sont censés protéger avec une boule de feu dans sa main. Ses intentions sont claires et il semble sur le point de commettre une folie. Mais juste avant de passer à l'acte, il veut prendre un moment pour narguer Jihan, qui combat encore les zombies. Maintenant qu'il se sent tiré d'affaire, il laisse éclater toute la colère et la frustration accumulée envers Jihan, l'insultant puis finissant par insulter sa nièce, C.A. Même les zombies arrêtent de se battre et se mettent à trembler, réalisant que c'est une très mauvaise idée. Jihan reste silencieux, tandis que Do-hyuk continue d'insulter et d'accuser C.A., allant jusqu'à insinuer que Jihan lui a fait un acte terrible pour la rendre si obéissante. La récompense de 55 000 PV qui a poussé Do-hyuk à faire une chose aussi stupide est le résultat de la rancune de la famille du roi de l'épée envers Seong-Jihan. Si les points sont convertis en argent réel, cela équivaudrait à environ 55 millions de wons. Et ce chiffre absurde suffit à donner à Kim Do-hyuk le courage d'agir comme il le fait maintenant. Jihan perçoit aussi les actions du mage, et son intuition lui dit qu'il ne peut y avoir que 2 raisons pour lesquelles un homme aussi lâche se met à agir soudainement. Soit quelqu'un est derrière lui, soit quelqu'un l'encourage à agir ainsi. Il doit se dire que, puisque Jihan est loin, qu'il peut rapidement détruire le cristal et s'enfuir sans aucune conséquence. Jihan se fiche complètement des insultes, mais mentionner « CA » est une limite qu'il veillera à ce que personne ne franchisse à nouveau. Le jour où il a régressé et a retrouvé Sia, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir du terrible cauchemar qui était devenu sa réalité. Afin de cacher une cicatrice qui lui a été infligée à la suite d'un incident terroriste commis par la famille du roi de l'épée, elle a caché son visage dans des bandages et au moment où il l'a trouvé, son corps était froid et sans vie. À l'époque, il ne pouvait rien faire pour elle et ne pouvait que pleurer avec son corps sans vie dans ses bras. Maintenant qu'il est de retour avec le pouvoir de changer le futur, Jihan a décidé qu'il ne laisserait plus jamais cela se reproduire et qu'il protégerait. C.A. de quiconque tenterait de la blesser. Grâce au chi flamboyant qui émanait de son corps, les téléspectateurs peuvent dire que Jihan est en colère, et même eux peuvent dire que mentionner sa famille est définitivement franchir une ligne. Cependant, cela ne change rien au fait qu'il est encore bien trop loin du cristal pour faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, il s'assurera que tout le monde se souvienne de ce qui arrive quand on s'en prend à C.A. Dès qu'il a gagné la force, il a réalisé quelque chose. En essayant d'unir les 3 Dantians, il réalisa qu'il pouvait utiliser les arts divins sans nom. Sa puissance martiale n'ayant pas encore atteint le niveau 30, Jihan ne peut que l'intimider, mais pour l'instant, c'est tout ce dont il a besoin.
Au moment où il a rassemblé les 3 pouvoirs en un seul, il ressentit une sensation similaire à celle qu'il ressentait lorsqu'il utilisait USD Nameless Divine Arts. Il lui suffit de sentir l'électricité qui sort de ses pieds, puis il canalise cette énergie dans le reste de son corps, se sentant devenir un éclair. De là, il n'a plus qu'à décoller du sol et à se déplacer à une vitesse fulgurante grâce à une technique appelée étape éclairante du tonnerre. C'est une méthode pour briser le ciel. La famille du roi des épées réalise que Jihan est en mouvement et avertit le mage de se dépêcher de détruire le cristal avant qu'il ne l'endommage. Les autres coéquipiers se précipitent pour essayer de l'arrêter. Doyok repousse Goldie avec une boule de feu avant qu'il ne puisse s'approcher trop près. Ensuite, le mage charge une boule de feu encore plus puissante, mais il est bloqué par un ballon de football avant qu'il puisse entrer en contact avec le cristal. Le mage demande à Diego ce qu'il pense qu'il fait, mais le joueur de football vedette est toujours sérieux dans tous les jeux auxquels il joue, et en ce moment, il empêche le mage de ruiner le jeu. De plus, Doyok a également maudit un membre de son équipe et est même allé jusqu'à maudire sa famille. Impossible de passer à côté de ça. Doyok se retourne et commence à se disputer avec Diego, mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre. Jihan est arrivé et il n'a pas l'air ravi du tout, car le mage semble avoir beaucoup à dire. N'ayant rien d'autre à faire dans cette situation que de parler, il décide d'essayer d'insulter un peu plus Jihan. Mais notre maître de cérémonie, lassé d'entendre sa voix, utilise la force pour le faire taire. Au départ, Jihan voulait lui faire exploser la tête dès son retour, mais ce serait trop facile. Il préfère plutôt lui infliger une petite punition avant de le laisser partir. La douleur de chaque joueur est filtrée par un connecteur. Et même si Jihan tue le mage, la seule pénalité est qu'il perdra un niveau. Jihan infligera donc des dégâts si brutaux que le mage y réfléchira à 2 fois avant d'oser récidiver. Do-hyeok sourit de soulagement, sachant que Jihan ne peut rien faire pour lui infliger de la douleur tant qu'il est connecté via son connecteur. De plus, il a déjà perdu toutes ses compétences, donc Do-hyeok n'a plus rien à perdre. Du moins, c'est ce qu'il pense. Jusqu'à ce que Jihan pose une main sur l'épaule de l'homme et qu'il ressente une douleur inimaginable. L'homme hurle de douleur et Jihan lui dit de se calmer, car les choses ne font que commencer pour eux deux. Les cris de l'homme résonnent à travers toute la carte et tout ce que Jihan fait lui cause une douleur inimaginable. Les 2 autres observent la cruauté de Jihan, mais ne comprennent pas pourquoi le mage souffre autant. Normalement, le connecteur de combat devrait faire en sorte que rien ne soit suffisamment douloureux pour attirer une personne à ce point. Mais Diego le comprend vite. Tandis que Jihan détruit le corps du mage, il lui prodigue des soins continus d'une seule main. Cela lui permet d'exploiter un bug du système. Si un support continue d'utiliser des compétences de soins sur un allié subissant des dégâts d'OTI, poison, brûlure, etc., puis un effet de surcharge se produit et pendant ce temps, un joueur peut ressentir 100% de tous les dégâts que le connecteur manque. Quoi que Jihan fasse, ça a l'air terriblement douloureux et étincelant. On se demande quel genre de technique Jihan utilise pour infliger autant de douleur. Jihan utilise sa force pour déchirer les muscles et fracturer les os. Seuls quelques artistes martiaux expérimentés peuvent utiliser cette compétence. Il envoie une énergie inconnue dans le corps d'une cible qui la détruit de l'intérieur. Doyok ne comprend pas ce qui se passe puisque son connecteur devrait filtrer toute la douleur. Mais pour lui, c'est comme si tout son corps était poignardé avec des aiguilles et secoué. Il ne veut pas continuer à ressentir cette douleur. Au lieu de cela, il commence à supplier Jihan de le tuer. Jihan ne perd pas de temps et accède à la requête du mage, lui tranchant la tête d'un seul coup franc. Mais dès que le joueur meurt, Jihan se met à la recherche du lieu de sa résurrection. Dès qu'il revient à lui, Jihan continue la punition. Et cette fois, la douleur est si intense que Doyok meurt sous le choc. À ce stade, les événements durent depuis si longtemps que les spectateurs commencent à se sentir mal à l'aise. Lorsque Doyok revient à la vie, il ne perd pas de temps et se met immédiatement à supplier pour sa vie, tandis que Jihan s'avance vers lui. Les choses durent depuis bien trop longtemps maintenant, et Sia doit intervenir pour empêcher son oncle de faire quelque chose de drastique. S'il continue à être excessif avec cette punition, il finira par perdre tous ses abonnés. Pour l'instant, il devrait arrêter avec cette colère et se concentrer plutôt sur le jeu.
Jihan n'est pas encore satisfait de la torture, mais pour le bien de Si, il s'arrêtera là. Nous vivons encore une ère de paix, et ce qu'il a accompli devrait servir d'exemple à quiconque souhaite repousser ses limites. Mais avant de mettre fin aux souffrances du mage, Jihan doit savoir qui l'a envoyé dans une quête aussi absurde. Le mage ne perd pas de temps et révèle que la personne qui l'a parrainé pour faire cela est quelqu'un dont le nom d'utilisateur est Sword King Family. 888, la famille du roi de l'épée a continué à le parrainer encore et encore, et à cause de ça, il s'est perdu dans l'argent et a fini par agir stupidement. Même si cela concorde avec ce qu'il sait de la famille du roi des épées, il est peu probable qu'une seule personne ait pu parier jusqu'à 50 000 PV. Il est donc plus probable que ce ne soit pas une seule personne, mais une organisation entière qui soit à l'origine de ce problème. Maintenant qu'il a les réponses dont il a besoin, il attrape le mage par le col et lui dit d'être reconnaissant que CA l'ait empêché d'aller plus loin. Alors que Jihan le jette dans les airs vers la mort, le mage hurle ses remerciements à CA pour avoir mis fin à la torture. Kim Do-hyuk meurt alors pour la dernière fois et est éliminé du jeu pour sa splendide torture et son lancer de troll de haut niveau. Golden Light et Diego donnent tous deux 10 points à Jihan chacun. Maintenant que les poubelles ont été vidées, Jihan doit descendre et éliminer d'autres zombies. De mémoire, il se souvient avoir tué au moins 920 zombies. Il devrait facilement pouvoir en tuer 80 autres en un clin d'œil. Cependant, lorsqu'il ouvre sa fenêtre de statue pour vérifier ce qu'il reste, il a déjà terminé la quête liée. C'est grâce au tonnerre provenant de son ciel étincelant. Pas de tonnerre. L'électricité du décollage a surchargé le sol et anéanti les zombies environnants, ce qui l'a obligé à tuer suffisamment de créatures pour terminer la quête. En réalité, cela est dû à son incapacité à contrôler la situation et à l'explosion de la puissance dispersée, ce qui a provoqué ce phénomène. Il n'a pas utilisé le pouvoir des arts divins sans nom, mais seulement les 3 d'Antillon. Son exécution n'était donc pas parfaite. Cependant, les résultats étaient bons. Il n'a donc pas vraiment à se plaindre. Pour l'instant, il doit juste s'entraîner davantage et mieux maîtriser ses compétences. Goldie tente de s'allier à Jihan et lui demande s'il compte bien se battre à nouveau pour qu'ils puissent se battre ensemble. Mais notre maître de cérémonie l'ignore complètement et part à la rencontre de Diego. Il remercie la star du football de l'avoir aidé à protéger le cristal pendant qu'il s'en approchait. Il propose même de le rencontrer plus tard pour être remboursé. De plus, il a beaucoup de choses à lui dire. Leur conversation amicale est toutefois interrompue par un tremblement de terre soudain. On dirait que quelque chose tente de percer la terre, et rien de tel ne s'est jamais produit auparavant. Goldie sent que quelque chose est sur le point d'exploser, et Diego remarque quelque chose émerger au loin. On dirait une main géante avec une bouche qui perce le sol. C'est un monstre complètement nouveau, que même Jihan n'a jamais vu auparavant, et il a l'air incroyablement menaçant. Les zombies semblent avoir retrouvé leur vigueur depuis son apparition et la situation semble sur le point de dégénérer. Alors que les zombies chargent vers eux, la main du monstre rugit, ce qui fige même Jihan. Cependant, il ne semble pas que les zombies soient chargés à la main. Au lieu de cela, on dirait que le monstre mâche et mange les zombies. Le mort-vivant écrasé dans sa gueule se transforme alors en une substance visqueuse vivante qui tombe au sol et se transforme en un monstre complètement nouveau, qui n'est même pas censé apparaître sur une carte de bronze. C'est un golem de chair, un monstre qui n'apparaît généralement que sur les cartes de niveau Or ou supérieur. On dirait que la bête maléfique crée ces nouveaux monstres en démantelant leur corps physique et en les recombinant. Jihan se demande si cela est dû à la quête liée et ouvre sa fenêtre de statut pour vérifier la quête liée. L'origine Zombie 1 a été changée en Origine Zombie 2 et sa prochaine quête consiste désormais à s'occuper du golem de chair sans l'aide du cristal. Jihan ne comprend pas ce que signifie « sans l'aide du cristal », mais avant même qu'il puisse le comprendre, il reçoit une notification système l'informant qu'il a reçu une mission bonus. Les autres joueurs ont également reçu cette quête et sont tout aussi perplexes que Jihan. Ils n'imaginent même pas devoir affronter cette créature gigantesque, mais le système leur a clairement donné pour objectif de le vaincre. Ils nomment également cette bête massive, disciple de la destruction, surnommée
main noire. Ils débloqueront également la bénédiction du cristal, qui leur permettra de réduire suffisamment l'écart de force pour avoir une chance de riposter. Même Goldie, aussi fort qu'un joueur de la Ligue Or, n'est pas sûr de pouvoir remporter cette bataille. Il confie même à Jihan que même les joueurs de niveau Or comme lui ont du mal avec ce genre de quête. Ce n'est certainement pas une mission qu'ils sont censés accomplir, sinon ils n'offriraient pas de telles récompenses. Le système lui offre 10 000, des points de réussite ainsi qu'un fragment de cristal. Il est rare que le système lui offre une récompense qui ne soit pas simplement des points de réussite, ce qui signifie qu'il s'agit au moins d'une quête épique. Goldie se résigne à son sort et dit ensuite à Jihan qu'il devrait d'abord recevoir la bénédiction du cristal. Mais notre MC refuse. Il ramasse alors son épée et se prépare à foncer sur le golem de chair qui vise déjà leur cristal. Un golem de chair est un monstre mort-vivant doté d'une vitalité incroyable. On ne peut en vaincre un qu'en détruisant le noyau central de son corps. Cependant, même cela est difficile, car son corps est immense et des fragments de cristal sont coincés dedans. Surtout, même au niveau Or, le golem de toison est un monstre de niveau boss, et même si Jihan a surpassé la force d'un joueur de niveau bronze, ce n'est pas une situation facile à gérer. Il ordonne aux deux autres de s'écarter. Puis il saute en l'air avec des pas de tonnerre éclairs, laissant derrière lui une empreinte crépitante d'éclairs. Alors qu'il se dirige vers le monstre, il se souvient de la compétence la plus basique et fondamentale des arts divins sans nom. Il s'agit de la dévotion martiale des 3 talents. Ces arts martiaux, créés à partir du ciel, de la terre et de l'humanité, ont 3 significations. Ces significations fondamentales constituent les arts divins sans nom. Et avec la compréhension de ces significations, Jihan est capable d'activer une nouvelle capacité appelée 3 talents. Mariel Dévotion, tranchant proprement le golem de chair d'un seul coup. L'impact est suffisamment puissant pour transpercer la chair robuste du monstre et détruire son noyau d'un seul coup. L'attaque est si impressionnante que Diego laisse tomber son ballon de football sous le choc, et le système annonce que Jihan a affronté le golem de chair et a réussi la mission bonus de la 4e tour. Dès que Jihan brandit son épée, Lumière Dorée ressentit une émotion complexe, difficile à exprimer. Cependant, toutes ces émotions, simultanément, peuvent aisément être décrites comme une pure admiration. Goldie tombe à genoux, épuisé, tandis que Diego continue de regarder, sous le choc. Il n'a jamais rien ressenti de tel auparavant. Au début, Sparkly voulait juste quelqu'un qui se lance dans le streaming, mais maintenant, il veut plus que quelque chose de pathétique comme ça. Il veut enregistrer Jihan dans son intégralité et le voir grandir jusqu'à atteindre le sommet en tant que joueur et streamer. Mais outre la forte décision de Golden Light de mettre son corps et son cœur en jeu pour Jihan, ce moment marque également le début de la relation entre Seong Jihan et Diego. Platonique, bien sûr. Ce n'est pas ce genre de manga. Jihan a réussi à éliminer rapidement et facilement le golem de chair, mais les autres tours ne connaissent pas la même réussite. D'un seul coup, le golem de chair a facilement détruit la 3e tour, mettant fin à sa mission bonus. Et les autres tours sont également confrontés au même sort. Pendant ce temps, le groupe de Jihan est prêt et se prépare à se déconnecter. Parce qu'ils ont réussi la mission bonus, ils recevront le triple d'expérience et de PO. Les récompenses sont nombreuses, mais Jihan doit encore accomplir une chose. Maintenant qu'il en a l'occasion, il propose à Diego de se voir à l'extérieur. Diego refuse d'abord, estimant que le bonus est une récompense suffisante pour lui. Mais Jihan a d'autres projets en tête. Il veut donner à Diego plus d'informations sur ses talents. Le footballeur est choqué, et Jihan lui donne un indice pour le rendre encore plus intéressé. Il doit devenir mage. Cependant, ce serait ennuyeux si tout était expliqué maintenant, alors Jihan propose de le retrouver ailleurs pour qu'il puisse poursuivre la conversation autour d'un repas. Si quelqu'un d'autre avait annoncé la nouvelle à Diego, il ne mériterait même pas qu'on leur réponde. Mais puisque c'est Seong Gi-han qui vient de faire preuve d'une puissance incroyable, Diego ne put s'empêcher d'être intéressé par ses paroles. Comprenant la situation, Diego envoie un message privé à Jihan et il prévoit de se retrouver plus tard pour un repas et discuter. Goldie surprend leur conversation et supplie Jihan de l'inviter. Mais Jihan n'est pas du tout intéressé par la scintillante banderole. Et surtout,
Ce repas est censé être une façon de remercier Diego. Goldie continue de mendier et propose même de devenir son éditeur. Mais Jihan n'est pas intéressé et se déconnecte, alors que le streamer est toujours en train de mendier une opportunité. De retour dans sa chambre au palais de l'épée, Jihan vérifie ses récompenses pour avoir terminé la deuxième quête liée. Il obtient 10 000 points de succès et un fragment de cristal. Mais ce n'est pas encore fini. Il obtiendra la quête suivante, les traces du disciple. Une fois arrivé en Ligue d'argent, il aura heureusement obtenu la force. Mais le fragment de cristal est plus décevant qu'il ne l'espérait. C'est un objet de rang B, à usage unique, qui confère au joueur une bénédiction divine. Il ne peut être utilisé que dans les zones bronze ou argent. Une bénédiction divine est réservée aux utilisateurs de soutien de haut niveau, comme la Sainte. C'est un bonus de haut niveau qui augmente toutes les capacités de 50% et est considéré comme indispensable au niveau supérieur. Le fait qu'il s'agisse d'un objet à usage unique qui ne peut être utilisé que dans les niveaux inférieurs est incroyablement décevant. Cependant, les autres récompenses compensent largement. Par exemple, il a gagné 3 niveaux et obtenu 6000 GP grâce à son triple bonus de récompense obtenu en terminant la mission bonus. Il est maintenant niveau 13 et sa puissance martiale et sa force sont de niveau 17. Il reste 12 niveaux avant la promotion argent. Ces niveaux sont donc déjà incroyables. Jihan se demande si d'autres joueurs ont déjà progressé à cette vitesse. Pendant ce temps, l'objet divin surnaturel qu'il a utilisé dans la mission de Tower Defense commence à réagir. Depuis qu'il a rempli les conditions de l'objet, son pouvoir divin augmente de 2 et se combine avec la force. Cependant, même s'il a épuisé la puissance de l'arme et qu'elle passe du rang C au rang E, ses statistiques n'augmentent pas. Il semble que la puissance divine et la force ne soient pas directement proportionnelles. Soudain, l'épée commence à briller d'une lumière vive. La puissance des 3 dentillants qu'il a utilisés dans l'épée s'échappe, et il semble qu'elle ne puisse pas résister à son attaque. Ce serait bien trop dangereux de laisser l'électricité s'échapper. Jihan doit donc tout réabsorber dans son corps. Le processus remplit sa pièce d'une lumière vive et aveuglante qui s'infiltre même à l'extérieur. Pendant ce temps, dans un bâtiment juste à côté du palais de l'épée, se relaxant dans une pièce sans méfiance, le recruteur de la Neo Self-Defense Force qui s'appelait récemment Sword King Family 838 ne peut s'empêcher de se sentir déprimé que ses plans aient échoué. C'est lui qui a enregistré la mission sur le mage pour forcer Jihan à perdre la compétition. Mais malgré ses plans pour voir la fenêtre de statut de Jihan, il n'a toujours pas obtenu ce qu'il voulait. Il voulait initialement exploiter le ressentiment du mage envers Jihan, ainsi que l'animosité de la famille du roi des épées, la situation ne s'étant pas apaisée depuis le départ du roi des épées. Pour l'instant, il doit arrêter de gâcher le jeu en prétendant faire partie de la famille du roi de l'épée. Cela aurait été formidable si les choses avaient réussi d'un seul coup, mais il semble qu'il ait choisi un joueur pathétique pour faire son sale boulot à sa place. Les choses auraient pu s'arranger si le mage avait simplement brisé le cristal immédiatement, au lieu de prendre un moment pour s'amuser inutilement. Au rythme où vont les choses, il risque de perdre l'occasion de faire venir Jihan au Japon. En tant que responsable du recrutement de la Neo Self-Defense Force, Takeda Kazuo a immédiatement compris que Jihan était un joueur talentueux et qu'il devait le recruter grâce à sa longue expérience dans ce domaine. Cependant, ses supérieurs hiérarchiques n'agiraient et ne prendraient des décisions qu'après avoir reçu des informations et des preuves claires. Ils ont exigé des preuves que l'intuition de Takeda concernant le joueur bronze était juste et qu'il allait devoir faire quelque chose pour étayer sa position. Pour ce faire, Takeda avait besoin de voir la fenêtre d'état de Jihan, ce qui prouverait indéniablement que Jihan est un acteur puissant et digne de l'intérêt du Japon. Mais la situation a trop duré et Takeda est à court de temps. Il doit augmenter la mise et sortir l'artillerie lourde afin de s'assurer de pouvoir obtenir le statut de Seong Jihan. Une fois que cela se produira, il recevra la permission de l'entreprise d'utiliser la même méthode spéciale qu'ils ont utilisée pour acquérir le roi de l'épée. De retour auprès de Jihan, il parvint à absorber la puissance débordante de l'épée et augmenta même son pouvoir divin d'un niveau. Cette fois, cependant, son niveau de force a effectivement augmenté. Il peut donc en déduire que 3 niveaux de puissance divine correspondent à un niveau de force. De plus,
Comme sa puissance martiale est connectée à la force, elle a également augmenté d'un point, amenant les deux au niveau 18. C'est dommage que l'arme soit perdue, mais les bénéfices de sa destruction parviennent à compenser cela. Mais le système n'est pas encore terminé, et il lui dit que puisque la valeur de la force a dépassé 17, il ne peut absorber que la puissance divine d'un objet de rang divin ou supérieur. C'est un énorme handicap puisque les objets de rang divin sont incroyablement difficiles à trouver. Seiya fait irruption dans la pièce pour dire joyeusement à son oncle qu'elle vient de recevoir un dépôt de 50 milliards de wons. Mais sa joie est de courte durée. Quand elle voit l'état de la pièce et Ji-han, il essaie de faire comme si de rien n'était, mais la fontaine de sang sur son front ne le dit pas. Ce-A ignore ses tentatives de la calmer et l'entraîne dans les toilettes pour appliquer un médicament sur ses blessures. Ji-han la suit, le grondant avec un sourire. Plus tard, après avoir pansé ses blessures, ils se dirigent tous les deux vers un restaurant pour manger avec l'argent qu'ils ont reçu après avoir passé une décennie aux États-Unis. Manger de la poitrine de porc lui manquait terriblement. Dans une ambiance coréenne familière, c'est la première fois qu'il peut manger un vrai repas. Depuis sa régression, il ne mange plus au restaurant de temps en temps, mais Ji-han veut simplement retrouver la nourriture qu'il connaît. Cha insisté, disant que c'est elle qui paye, alors il devrait demander quelque chose de mieux et de plus cher. Ji-han lui fait un signe de la main et lui dit qu'ils mangeront tous leurs repas ensemble de toute façon, pour qu'ils puissent manger des plats plus raffinés une autre fois. Mais elle lui dit qu'ils ne mangeront plus ensemble très longtemps. Elle a décidé de retourner à l'école, et même si elle n'en a pas l'air, elle est toujours présidente du conseil des élèves, donc c'est bizarre qu'elle soit absente aussi longtemps. Le professeur lui a déjà dit qu'elle pouvait se reposer une semaine de plus, mais c'est bientôt le jour de la bénédiction de la salle des cadeaux. Elle ne peut donc pas se reposer trop longtemps. La salle des cadeaux est une expérience que chacun peut vivre à l'occasion de son 18e anniversaire. L'anniversaire de Seiya est le 22 août, et même en ces temps infernaux, Seiya attendait toujours ce jour avec impatience. Si-A, qui avait souhaité être bénie dans la salle des cadeaux de l'académie, elle espérait recevoir un bon cadeau qui améliorerait la situation. Cet espoir s'est effondré lorsque C-A a reçu un cadeau de rang F. C'est à ce moment-là que la forte C-A s'est finalement effondrée. Il ne peut pas lui dire qu'elle va recevoir un cadeau de rang F. Cependant, donc pour l'instant, il devrait juste essayer de réduire ses attentes. Elle va commencer l'école le lendemain. Comme c'est lundi, elle peut prendre un nouveau départ. Ji-han lui propose d'être son chauffeur personnel pour aller et revenir de l'école. Et bien qu'elle essaie de discuter, Ji-han a déjà pris sa décision à ce sujet. Elle fronce les sourcils et se détourne de lui. Mais même si elle essaie de faire semblant d'être contrariée, elle ne peut cacher la joie sur son visage face à sa décision. Le lendemain, tôt le matin, les deux se dirigent vers le parking du Palais de l'Épée pour constater que toutes les voitures ont disparu. Le roi de l'Épée possédait un assortiment de voitures de sport et de supercars. Mais maintenant, l'endroit est complètement vide. On dirait que leurs proches les ont tous vendus à leur insu. A décide de prendre le bus, mais Ji-han remarque qu'une voiture a été abandonnée. La seule voiture restante est celle de la mère de C-A. Et il semble qu'ils ne pouvaient pas en tirer grand-chose, alors ils l'ont laissée derrière eux. Heureusement pour eux, la porte est ouverte et les clés sont à l'intérieur. Malgré son apparence ancienne et délabrée, la voiture parvient toujours à démarrer. A panique un peu à l'idée qu'il voyage dans cette voiture et Ji-han pense qu'elle est gênée d'être vue dans une si vieille voiture, mais elle lui dit qu'en fait, elle est inquiète. Il lui demande ce qui l'inquiète, mais obtient sa réponse. Lorsqu'ils arrivent à l'école et qu'un grand cri les incite à partir, un homme chauve a l'air furieux. Ils sont à la Gangnam-gu BattleNet Academy. C'est là que ce A étudie et sur le parking, on dirait que cet homme essaie de se battre avec eux simplement parce que Ji-han conduit une voiture bon marché. Il essaie de leur dire de partir et traite même Ji-han de mendiant, ce qui a poussé notre MC à sortir calmement de la voiture et à dire à l'homme de surveiller sa langue. Les autres personnes autour d'eux reconnaissent rapidement Ji-han comme le tueur de bronze et ils sortent immédiatement leur téléphone pour enregistrer l'interaction afin de pouvoir la diffuser sur Internet. Ailleurs dans le quartier général de la guilde divergente, Ayan se lève immédiatement et dit à Goyong de la suivre.
Dès qu'elle voit la vidéo et sait où se trouve Jihan cette fois, elle va s'assurer que Jihan ne la méprisera plus. De retour avec Jihan, l'homme continue, pour provoquer Jihan et finalement retire son poing pour attaquer. Jihan ne fait aucune tentative pour bloquer et utilise plutôt la force pour arrêter le poing avant qu'il ne puisse toucher son visage. Puis, avant que l'homme puisse parler, Jihan ferme la bouche et le jette au sol en position à genoux. Alors que Jihan réprimande calmement l'homme pour son entêtement, Si arrive à côté de la voiture et prévient son oncle que des gens les observent. Puis, depuis la voiture que conduisait l'homme plus tôt, une jeune fille du même âge que C.A. passe la tête par la fenêtre et interpelle C.A. Elle s'appelle Kim Hee-soo et elle est vice-présidente de l'Académie BattleNet. On dirait que cette personne est l'amie de C.A. et elle saute de la voiture pour la saluer. En sortant de la voiture, elle demande à son chauffeur pourquoi il est par terre et il ment en disant que c'est glissant. Hee-soo ignore les excuses de son chauffeur et demande à C.A. où sont passés toutes les supercars d'avant. Elle admet que son père a vendu toutes les voitures et Hee-soo s'inquiète encore plus et dit à C.A. qu'elle aurait dû la contacter dans cette situation. Puis elle promet de conduire C à l'école à partir de maintenant. L'action et l'offre sont toutes deux si soudaines que C.A. ne peut cacher son choc face à l'offre soudaine, mais Hee-soo continue d'insister et propose même d'en parler à son père. Jihan observe l'interaction, mais quelque chose cloche. Il ne se souvient pas d'avoir vu quelqu'un d'aussi proche de C.A. dans sa vie passée. Plus tard, Haeon et Gyeong arrivent à l'Académie BattleNet moins de 10 minutes après la diffusion de la vidéo montrant Jihan. Mais il est introuvable. Un ouvrier confirme que Jihan est monté dans sa voiture et est parti plus tôt, ce qui inquiète encore plus Haeon. Elle craint que des éclaireurs étrangers ne viennent également le chercher et elle veut le capturer avant eux. Gyeong empêche Haeon de se ronger les ongles et lui dit de se calmer. L'autre femme est alors forcée d'accepter la situation et d'imaginer un nouveau plan. Elle ne parvient pas à le retrouver cette fois-ci. Mais désormais, elle le poursuivra vivant jusqu'à ce qu'elle le retrouve. En s'éloignant, elle regarde le match en cours auquel Jihan participe en ce moment. Quant au match lui-même, les résultats sont déjà assez évidents. Jihan a une avance écrasante sur le reste des joueurs, et il les bat presque trop facilement. Avec ses arts divins sans nom ainsi que ses compétences en arts martiaux, il est capable de vaincre très facilement tous ses adversaires. Il s'entraîne à concentrer ses sens et à s'adapter rapidement aux situations, et il semble que cela fonctionne en sa faveur. Il fait craquer ses articulations et porte son attention sur ses prochaines cibles, et ce sont des gens qui ont déjà été battus par Jihan auparavant. Seong-gi-han est déjà connu pour avoir vaincu un golem de chair d'un seul coup. Pour tous les joueurs de la Ligue bronze qui l'affrontent, c'est comme une catastrophe naturelle à laquelle il est impossible de se préparer. La partie se termine et Jihan remporte à nouveau la première place. Il a également remporté la 5e place consécutive. Et le système le récompense avec une augmentation de 200% de son expérience et de son gain de GP. Il atteint également le niveau 15, ce qui débloque la carte du donjon comme prochaine zone. Le donjon est un type de jeu qui s'ouvre à partir du niveau 15, et contrairement au reste du jeu où il suffit de se battre, les donjons ont des pièges différents, des labyrinthes et des énigmes à résoudre pour progresser. Cependant, contrairement aux autres modes de jeu, celui-ci est coopératif et il y a une limite à la distance qu'un joueur peut parcourir seul. Même sur BattleNet, la coopération avec les membres du groupe est recommandée pour jouer en mode donjon. Cependant, il y a trop de gars après lui et s'il finit par faire la fête avec des gens qui veulent le baiser, alors il ne peut rien y faire. Il envisage brièvement de rejoindre une guilde, mais il change d'avis peu de temps après. Il ne veut pas rester longtemps là-bas et la guilde sera agaçante lorsqu'il demandera enfin à partir. De plus, il atteindra bientôt le niveau argent et une fois ce niveau atteint, il créera sa propre guilde. Plus tard dans la journée, il sera l'heure du dîner. Et Jihan appelle C.A. pour qu'elle aille mettre la table. La nourriture est prête et ils s'assoient tous les deux pour manger. C.A. est surprise que Jihan cuisine si bien, mais Jihan a honnêtement rassemblé les ingrédients nécessaires pour préparer un repas simple. Elle est sidérée par la qualité de la nourriture et Jihan lui promet qu'il cuisinera correctement pour elle la prochaine fois. Il avait l'habitude de se préparer un repas chaque jour quand il était en Amérique. Il est donc déjà bien habitué à être dans la cuisine. Pendant qu'il mange, Jihan demande à Si
A si son ami va souvent la conduire à partir de maintenant. Si A lui dit qu'elle ne veut pas monter dans sa voiture parce que pendant tout le voyage, Heiso a réagi de manière excessive et l'a mise très mal à l'aise. Elle a continué à montrer des niveaux d'inquiétude inconfortables et à poser des questions personnelles. Et finalement, c'est devenu trop difficile à gérer pour Sia. Jihan comprend immédiatement qu'être avec cette fille doit être pénible. Mais il y a une autre raison. Et c'est parce que la voiture de sa mère est beaucoup plus confortable et remplie de chaleur. Jihan est également d'accord. Le lendemain, Jihan l'emmène à l'école. Et cette fois, il y a beaucoup de scouts et de journalistes qui les attendent après leur éclatant de la veille. Il n'est pas étonnant que tant de gens soient intéressés à le voir à ce stade. Ils sont pratiquement ses harceleurs. La sécurité de l'école fait du bon travail pour les empêcher d'entrer dans l'enceinte de l'école. En arrivant sur le parking, ils voient deux visages familiers qui les attendent, Haeyeon et Gyeong. Et tous les deux l'attendaient clairement à l'avance. Elle est encore plus en colère parce qu'elle lui a donné sa carte de visite. Mais il ne l'a jamais contactée. En réalité, il l'a complètement oubliée. Mais cette fois, elle s'est assurée qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Elle l'emmène sur le toit du jardin de l'école où ils peuvent avoir une agréable réunion privée. Au moins, ce serait privé s'il n'y avait pas d'autres scouts campant dehors, espérant avoir l'occasion de parler à Jihan. Jihan remarque que Haon est plus à l'aise que d'habitude, car elle est diplômée de cette école. Mais son comportement la contrarie encore plus. Il s'excuse de l'avoir oubliée. Mais elle lui dit que ce n'est pas grave, car c'est un changement de rythme rafraîchissant. Jihan est la première personne qui le fait courir partout et la poursuivre. Elle a donc préparé un traitement digne de ce nom, lui offrant sur le champ un contrat de qualité platine qui donne des avantages incroyables à celui qui le signe. C'est une affaire tellement importante que les autres recruteurs se préparent à rentrer chez eux. Même Jihan est choquée de voir à quel point elle semble s'être préparée juste pour lui. Elle décide alors de lui dire directement que le contrat n'a été possible que parce que c'est elle. Puis elle se penche vers lui et lui confie sans détour ses sentiments. Son approche est si directe et efficace qu'elle fait tourner les autres recruteurs, qui gardaient encore un semblant d'espoir, et les fait partir. Même Jihan doit admettre qu'il est impressionné par la façon dont elle semble avoir anticipé tout cela, alors qu'elle le fixe du regard et essaie de comprendre ce qu'il pense. Sa proximité lui permet de sentir son parfum. Il comprend immédiatement que c'est le même que Zero utilisait lorsqu'ils étaient amis. Il est désormais certain que Lee Haeyeon est bien la Zero qu'il connaissait. Mais maintenant, la question suivante est de savoir si une autre de ces bizarreries est la même que celle dont il se souvient. Haon, lassé de rester debout à le fixer, finit par se laisser retomber sur son siège, vexé. À ce stade, elle est frustrée de ne pas parvenir à obtenir une réaction de sa part. Et en plus, elle n'a même pas son numéro, et on dirait qu'elle est la seule à lui donner des choses. Maintenant, elle est déterminée à obtenir son numéro de téléphone, coûte que coûte. Elle lui dit qu'après avoir vérifié le contrat, elle devra y apposer son sceau. Elle aura donc besoin de ses coordonnées. Son approche est cependant trop directe, et Jihan réalise immédiatement qu'elle veut juste son numéro de téléphone. Mais cette fois-ci, il ne la refuse pas et suggère plutôt qu'il fasse un pari. Il lui raconte qu'il vient d'atteindre le niveau 15 et que, comme ils le savent, la première partie après avoir franchi ce cap sera toujours un donjon. Hae-in a du mal à croire que Jihan ait atteint le niveau 15. Cela fait moins d'un mois qu'il a commencé à participer activement au BattleNet et il a déjà beaucoup grandi. Mais plus important encore, même dans une telle situation, il essaie de parier avec elle. Ça n'a aucun sens. Elle ne refuse pas et lui demande plutôt quelles sont ses conditions de pari. C'est vraiment simple. Il veut rejoindre le BattleNet dès maintenant. Et s'il rate la première place, il signera un contrat avec la guilde divergente. Et bien sûr, il lui donnera aussi son numéro. Cela paraît risqué, car il est bien connu que beaucoup le ciblent. S'il se lance seul dans sa première partie de donjon, sans groupe ni guilde, il devra jouer avec des inconnus. L'offre est presque trop belle pour être vraie pour Haon, et il est assez effrayant qu'il puisse sortir une telle chose de nulle part. Elle ne refuse pas, et lui demande ce qu'il attend d'elle si elle perd le pari. Sa demande est simple, c'est la dernière pièce du puzzle dont il a besoin pour confirmer l'identité de Haon. Il lui dit qu'il veut voir son écran de statut.
Une fois qu'il le voit, il peut enfin vérifier si elle a le même don de nourrir que Zero. À cette époque, le don nourricier n'était qu'un simple cadeau d'expérience, ce qui en fait un cadeau embarrassant à montrer aux autres, et voir sa réaction confirme à peu près ses soupçons. Mais il doit vérifier les choses de ses propres yeux et s'assurer que son intuition est juste, comme il l'espérait. Elle accepte le pari à contre-cœur et le prévient de ne pas le regretter plus tard. Puisqu'il prévoit d'entrer immédiatement dans le BattleNet, elle lui demande s'il souhaite changer de lieu, mais il n'en a pas besoin. Il entre immédiatement dans le BattleNet et démarre également une diffusion en direct sur BattleTube afin qu'il puisse le regarder. Comme prévu, il apparaît dans un donjon appelé le Tombeau du Conquérant. Le Tombeau du Conquérant est un donjon de difficulté élevée où dort le légendaire conquérant. Ce donjon abrite divers monstres, mais il ne propose pas de puzzles complexes comme des pièges ou des labyrinthes. Cependant, sa difficulté est indéniablement élevée. Le seul moyen de le terminer est de s'assurer que tous les membres du groupe survivent jusqu'au bout, ce qui signifie qu'avoir de la chance avec ses coéquipiers est primordial. Jihan entre dans le donjon et ses coéquipiers temporaires sont également invoqués à ses côtés. À ce qu'il voit, ses coéquipiers n'ont pas mauvaise mine et le reconnaissent immédiatement. Ils font tous partie de la même guilde et leur équipement est plutôt bon. Ils l'accueillent avec beaucoup de respect et semblent sincèrement heureux de travailler avec lui. L'un des commentateurs reconnaît les joueurs comme membres de la guilde de l'Aigle Noir. Ils sont généralement connus pour être des gens attentionnés. Il est donc probable qu'ils remportent la première place. L'équipe a également un côté décontracté maintenant qu'elle compte dans ses rangs un joueur aussi puissant que Jihan. Ils lui disent d'abord qu'ils prendront les devants et qu'il pourra les suivre, mais Jihan refuse et décide de prendre les devants lui-même. Ils essaient de discuter un peu, mais il est évident que Jihan est fiable, alors ils le suivent avec empressement. Jihan est juste content qu'ils ne soient pas des trolls cette fois. Il était inquiet à cause des conditions de ce donjon. Il doit maintenant se concentrer sur le fait qu'ils doivent tous atteindre le bout du donjon. Ils entrent dans le premier niveau et les monstres commencent déjà à apparaître. Le sol semble s'agrandir tandis que le sable se transforme lentement en monstres appelés les gardes du tombeau. Le reste de son équipe entre en mode combat et demande comment ils doivent se mettre en formation. Mais Jihan a juste besoin qu'il reste derrière lui. Il entre tranquillement dans la pièce remplie de gardes de sable et dès qu'il entre, il tente de lui porter un coup, mais il esquive facilement les attaques sans difficulté. Il riposte ensuite d'un simple coup de poing, abattre l'un des gardes d'un seul coup. Il continue l'assaut, perçant les gardes sans aucun problème et les éliminant tous facilement avant même qu'ils ne soient capables de l'attaquer. En quelques secondes, la pièce est vide et il rappelle à ses coéquipiers stupéfaits qu'ils doivent le suivre. Dans le tombeau du conquérant, il y a un total de 10 chemins et chaque équipe est affectée à un chemin. Tous les chemins mènent au niveau souterrain 7, où se trouve l'étape finale. L'équipe de Jihan a été assignée au 8e chemin et possède actuellement une avance écrasante. Ils sont déjà au niveau 3 et tout ce que ses coéquipiers ont eu à faire pendant tout ce temps est de suivre tranquillement Jihan. Ils ont entendu parler de la force de Jihan, mais le voir dans la vraie vie est vraiment humiliant. Il écrase les têtes robustes des soldats comme si elles étaient faites de sable et les dégage facilement pour eux. Pendant tout ce temps, il n'a même pas encore utilisé d'armes, et pourtant qu'il montre une force bien supérieure à celle d'une ligue de bronze normale. Alors qu'il continue à progresser à travers les niveaux, il reçoit un don d'un nom d'utilisateur familier et agaçant. Takeda. Il supplie Jihan de vérifier ses mails pour un don conséquent. Son étrange façon de parler met même les commentateurs mal à l'aise. Ses intentions sont claires. Il veut recruter Jihan au Japon, coûte que coûte. Les commentateurs supplient Jihan de ne pas quitter la Corée, car ils ne peuvent pas le perdre lui aussi après avoir perdu le roi des épées. Heureusement, il n'a aucune intention de quitter la Corée, et bannit même Takeda de son stream pour ses tentatives de recrutement ratées. Ils en ont même terminé avec le niveau 3, alors que les autres équipes peinent probablement encore à terminer le niveau 1. Un joueur teste la force d'un garde avec son épée, et sa résistance est aussi dure que celle du métal, et pourtant, Jihan les détruit facilement d'un simple coup de poing. Alors que le guerrier vérifie la résistance de la statue, il reçoit un étrange message qui le fait s'arrêter un instant. Les autres continuent leur descente des tours,
et le mage du groupe s'excuse d'avoir tout fait à Jihan. Cela ne le dérange pas, et à ce stade, il est simplement content qu'ils ne soient pas des trolls comme les autres joueurs avec qui il a joué. Ils descendent jusqu'au niveau 4 et celui-ci ressemble à un chemin droit. Alors que Jihan vérifie la zone, un autre joueur reçoit également un message, et il s'arrête pour le regarder, incrédule. Jihan devine, d'après les trous dans les murs et le sol, que ce ne sont que des pièges tendus contre eux. Habituellement, le tombeau du conquérant n'a presque pas de pièges, mais il semble que ce soit parce qu'ils sont tous concentrés ici. Jihan ne se soucie pas des pièges et leur demande s'ils peuvent accélérer un peu. Une fois de plus, il prend les devants et leur dit de surveiller ses arrières pendant qu'ils progressent dans le donjon. Il avance devant lui. L'archer et le guerrier sortent tous deux leurs armes. Discrètement, ils attendent qu'il commence à bouger et prévoient de se suicider à la première occasion. Le message qu'ils ont reçu était une nouvelle tentative de la famille du roi des épées de perturber le jeu de Jihan en ordonnant à ses coéquipiers de se suicider sans se faire remarquer, ce qui sabote automatiquement le jeu de Jihan. Les membres de la guilde de l'Aigle Noir reçoivent tous la même quête du même Takeda, qui vient d'être banni du stream de Jihan. À l'origine, le recruteur voulait éviter d'utiliser cette méthode, mais à ce stade, tout ce qu'il peut utiliser, c'est l'argent pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Maintenant que la scène est prête, la question est de savoir ce que Jihan fera pour éviter sa perte inévitable alors que plusieurs personnes ont été rachetées pour s'assurer qu'il perde. En plus de cela, ces gens ne le feront pas savoir. Ce qui signifie qu'au moment où il décollera, il échouera immédiatement. Il n'y a pas d'exception et Takeda est sûr de gagner. À moins qu'un certain Golden Lad ne décide d'intervenir et de prévenir Jihan à l'avance. Jihan et le mage se précipitent à travers la salle remplie de pièges, et ceux-ci s'activent aussitôt, envoyant plusieurs flèches voler vers eux. Le mage essaie de préparer un sort pour se débarrasser des flèches, mais Jihan a déjà un plan pour les arrêter. Il active son territoire absolu et les flèches se figent dans les airs. Le mage se tourne avec enthousiasme pour demander à ses coéquipiers s'ils peuvent également voir ce qui se passe. C'est alors qu'il les remarque en train de retourner leurs armes contre eux. Le mage leur ordonne d'arrêter. Et c'est un avertissement suffisant pour que Jihan se retourne et remarque ce qu'ils tentent de faire. Il active ses éclairs célestes à la fraction de seconde, où les gars sont confus d'avoir été attrapés. Et grâce à cela, il est suffisamment rapide pour les empêcher de faire quoi que ce soit de drastique et leur fait tomber leurs armes des mains. Puis il utilise la force pour les attacher au sol, interrompant complètement leur mouvement. Le mage revient en courant de la salle des pièges pour vérifier si Jihan et ses compagnons de guilde vont bien. Dans leur panique, ils révèlent tous deux qu'ils ont reçu une mission suicide de la part de quelqu'un. Si l'un d'eux se suicide, le jeu se termine immédiatement pour lui. Le mage prend un moment pour s'excuser auprès de Jihan pour les actions des membres de sa guilde. Mais notre MC est simplement soulagé qu'il soit arrivé à temps pour les empêcher de faire quelque chose de stupide. Mais il sait que tout n'est pas encore terminé. Il utilise sa force pour déplacer la main du mage juste au moment où un rayon de lumière en jaillit, empêcher de justesse le mage de se suicider. La guilde de l'Aigle Noir reçoit tous la même quête suicide, et le mage hurle de colère et demande à Jihan comment il a su qu'ils avaient tous reçu la quête. Après tout, il n'y a rien qu'ils aient fait qui puisse le faire soupçonner. La personne qui a alerté Jihan de la corruption de ses coéquipiers n'était autre que Golden Light lui-même, qui a payé les frais de dons absurdement élevés de Jihan, juste pour s'assurer que Jihan sache que ses coéquipiers ont été soudoyés grâce au fait qu'il est un fan inconditionnel. Goldie avait regardé l'émission en temps réel. Il remarqua que les autres membres semblaient tous recevoir un étrange message, un par un. C'est alors qu'il remarqua la mission confiée par la Sword King Family 9, avec une récompense incroyablement élevée d'1 milliard de won. Il devait donc s'assurer de le dire à Jihan, même si le message de Don commence à 10 millions de won. Mais Jihan est plus concentré sur l'étrangeté de cet événement. Indépendamment de la rancune que la famille du roi de l'épée a contre lui, dépenser 1 milliard de wons pour une seule mission est tout simplement insensé. Même si leur vie est en jeu, ça ne vaut certainement pas grand-chose. En conclusion, celui qui a envoyé cette mission est au moins un membre de la guilde, ou quelqu'un bénéficiant de l'influence particulière du roi des épées. Penser qu'il donnerait 1 milliard de yens juste pour consulter un écran d'état est insensé.
La question est donc, qui a bien pu faire une telle chose? Les commentateurs comprennent immédiatement que ce doit être Takeda. C'est que la seule personne qui peut faire quelque chose d'aussi sale, tout en y investissant une énorme somme d'argent. C'est pourquoi Jihan modifie sa promesse. Au lieu de révéler son statut à 200 000 abonnés, il le révélera désormais à 1 million d'abonnés. Cependant, même avec ce changement, sa promesse de terminer premier dans chaque mission reste la même. Comme il le dit, il ramasse l'épée du guerrier et obtient une corde spéciale dans son inventaire. Heureusement que cela s'est produit, car Jihan craignait d'atteindre les 200 000 abonnés trop tôt. Grâce à tout cela, il a réussi à gagner de l'argent et à attirer l'attention. Maintenant, avec la corde de retenue de grade F, il est temps pour lui de s'occuper de ces traîtres avec lesquels il a malheureusement été associé. Il les a attachés en tas comme du bétail et les traîne derrière lui à travers le donjon pour ne pas avoir à s'inquiéter pour eux. Finalement, sans plus de distraction, ils parviennent au 6e niveau, juste avant la chambre de l'empereur. Et il semble que cet endroit soit rempli de bien plus de gardes du tombeau que partout ailleurs où il est allé. Jihan lève les yeux vers l'obscurité, tandis que des centaines d'yeux le fixent et l'avertissent de ne pas aller plus loin. Avant qu'ils n'arrivent ici, Jihan continue de les traîner à travers le sol pour s'assurer qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Il a également utilisé la force pour leur fermer la bouche pendant que Jihan les attachait. L'un des joueurs dit même que Jihan fera de leur guilde une véritable énergie s'il continue à les traiter comme ça. Mais la vérité est que la guilde de l'Aigle Noir ne voudra probablement rien avoir à faire avec des trolls comme eux. Enfin, pour s'assurer qu'ils ne se débattent pas, Jihan a utilisé son doigt pour piquer leur point de pression, provoquant la perte de force de leur corps. C'est quelque chose que seul un artiste martial de niveau avancé peut faire. Ce que peut faire une classe de guerriers avancés. À ce rythme, ils seront traînés sans but et ils ne pourront rien faire pour les arrêter. Le guerrier se souvient que Jihan est très sensible à propos de sa nièce, mais avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, sa bouche se ferme avec force, l'empêcher de faire quelque chose de stupide. Alors qu'il les traîne sur le sol pour s'assurer qu'ils ne meurent pas, il les guérit passivement, afin qu'ils ne meurent pas à cause des mauvais traitements. Finalement, ils atteignent le 6e étage, où ils sont confrontés à de nombreux monstres cachés dans l'ombre. Ce sont tous les mêmes soldats d'argile qu'il a combattus auparavant, et ils sont nombreux. Cette fois, Jihan est préparé à leur attaque et pare une épée visant ses coéquipiers. Ensuite, pour s'assurer qu'il n'est pas distrait, il attrape son équipage regroupé et les jette au centre de la pièce. Maintenant qu'il n'a plus de distraction, il se met en route pour éliminer les soldats d'argile qui s'approchent d'eux. Sauf que contrairement à avant, après les avoir découpés, les soldats reviennent à la vie et des milliers d'autres sortent de l'ombre. Leurs yeux brillants indiquent qu'ils sont en mode berserker. À ce moment précis, une quête liée apparaît de nulle part et exhorte Jihan à tuer tous les gardes. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de quête liée. Et la dernière fois, c'était pendant la défense de la carte. Pour s'assurer que ses coéquipiers ne soient pas attaqués alors qu'il a le dos tourné, il place un bouclier sur eux pour les protéger. Ensuite, pour tester sa qualité, il frappe son épée contre elle, confirmant qu'il est suffisamment solide pour survivre à tout ce que les soldats d'argile lui lancent. Il le renforce également avec un champ de force fabriqué à partir de sa puissance de force, créant une double couche de protection. Maintenant qu'il n'a plus à les protéger activement, il peut se concentrer sur l'élimination de ses soldats. Il commence par utiliser sa compétence de territoire absolu. Arrêter tous les soldats avant qu'ils ne puissent s'approcher trop près de lui. Peu importe combien de fois il utilise cette capacité, il ne peut pas surmonter à quel point elle est surpuissante. Tous les déplacements de quiconque pénètre sur le territoire sont absolument ralentis. Alors, avec seulement ses mains, il peut tout maîtriser. C'est dommage que Baron ait eu une compétence aussi incroyable, mais qu'il ne l'ait utilisée que pour renforcer son mana. Maintenant qu'il a les soldats d'argile sous son territoire, il est temps pour lui d'en finir. Avec une attaque massive, il envoie tous les soldats voler et termine immédiatement la quête sans problème. Le 6e étage étant pris en charge, ils se rendent enfin dans la chambre de l'empereur. Là, ils rencontrent le conquérant, pour qui tous les membres du groupe doivent être en vie pour que la quête soit accomplie. Il les accueille et les traite de pillards en quête d'or.
La condition de l'étape finale est simple. Les 4 membres du groupe doivent s'incliner respectueusement devant le conquérant et se placer à des endroits précis. Ils jettent les 3 comparses au sol et utilisent la force pour dénouer leurs cordes, puis les obligent à marcher vers les endroits qui leur ont été désignés pour pouvoir s'incliner. Grâce à son niveau élevé dans sa statistique de force, même si la distance entre les zones où chaque joueur doit s'incliner est considérablement élevée, Jihan est confiant qu'il peut le faire. Il réussit à placer les joueurs aux endroits appropriés. Il peut alors les faire s'incliner jusqu'au sol. Une fois qu'il est sûr qu'ils se sont tous inclinés correctement, il les rejoint sur le terrain, terminer la quête avec succès. Une porte s'ouvre pour qu'ils puissent retourner dans leur monde. Mais malgré le fait qu'il ait déjà terminé la quête, Jihan ne bouge pas. Il a soudainement reçu une quête cachée du système qui lui demande de montrer un véritable respect à la statue du conquérant pour une récompense de 5000 points de réussite, ainsi que la flèche du conquérant. La flèche est si grosse qu'elle ressemble à une lance, et s'il parvient à accomplir cette quête, il l'obtiendra également en récompense. Mais Jihan ne comprend pas ce que le système entend par « respect sincère ». Pour tester les os, Jihan entraîne l'un des autres joueurs vers lui et le jette ensuite vers l'empereur en signe de véritable respect. Le cheval d'or sur lequel l'empereur est assis attrape le joueur et le mâche, le tuant instantanément. L'empereur prend un moment pour réfléchir à ce que fait Jihan, puis demande à notre MC si le roi des pilleurs auquel il fait référence est le conquérant lui-même. Jihan confirme qu'un conquérant est l'incarnation du pillage, et il essaie simplement de montrer son respect sincère. Puis il dit à la statue géante qu'au lieu de tout l'or de la pièce, ce qu'il veut vraiment, c'est la flèche posée sur l'arc du conquérant pour connaître la valeur de cette flèche et la piller. C'est le véritable respect que le système exige de lui. Et c'est la condition pour réussir cette quête secrète. En un instant, la statue affiche un large sourire, puis éclate d'un rire fou. Il semble qu'il soit satisfait de la démonstration de respect de Jihan et il le félicite pour cela. En récompense, il offrira à Jihan le trésor pour avoir fait preuve d'un respect véritable et sincère. Jihan sait où cela va et saisit l'épée pour s'y préparer. Tandis que la statue dégaine ses flèches de phénix et vise Jihan, l'air devient insupportablement chaud. Le conquérant retire sa flèche et les autres ont du mal à respirer. Ils prennent feu à cause du phénix. Les flammes remplissent la pièce et même Jihan prend feu également. Les choses sont devenues dangereuses. Et, dans l'état actuel des choses, il n'est pas sûr de pouvoir tenir jusqu'au bout. Peu importe si ses coéquipiers meurent, mais le problème est qu'au moment où ils sont morts, leur arme qu'il a gracieusement empruntée disparaîtra également. Jihan doit résoudre ce problème avant que cela n'arrive. La pièce devient si chaude que même l'or commence à fondre, et le conquérant n'a même pas encore décoché sa flèche. L'un des autres joueurs meurt sous la chaleur accablante, ne laissant que Jihan et le guerrier. La chaleur est accablante, et Jihan peut le sentir à l'intérieur de son corps. Dans son état actuel, Jihan ne peut absolument pas affronter la pointe de la flèche. Son seul espoir est donc de viser l'arc. Avant de tirer, il utilise une autre compétence qui faisait autrefois partie de la technique divine sans nom, appelée le coup ultra rapide. Juste avant que le conquérant ait l'occasion de décocher sa flèche, Jihan utilise le coup de poignard pour lancer l'épée directement sur l'arc, la brisant en deux avant que le conquérant n'ait le temps de décocher sa flèche. La flèche du phénix s'écrase au sol. À cet instant, le sourire de la statue disparaît et il demande à Jihan son nom. Puis il cesse de parler de Jihan comme d'un pillard et le présente plutôt comme d'un noble guerrier. Puis, il tend la flèche à Jihan en guise de récompense pour son profond respect. Comme il le pensait, la flèche est si grosse qu'elle peut servir de lance. La statue dit alors à Jihan qu'il attend avec impatience le jour où ils pourront se retrouver sur un champ de bataille plus honorable. Le réseau de bataille regorge de champs de bataille. Il est donc inévitable qu'ils se rencontrent à nouveau. Mais en attendant, Jihan exploitera avec plaisir le plein potentiel de cette nouvelle arme. Alors qu'il admire la lance, ses spectateurs sont davantage préoccupés par la capacité qu'il a utilisée pour briser l'arc. C'était si rapide que le ralenti ne suffit même pas à voir ce qui s'est passé. C'est parce que l'Ultra Speed Stab n'est pas seulement super rapide. C'est aussi une technique qui vise précisément un point avec une épée fine, cuit.
Le fait qu'il ait pu l'utiliser signifie qu'il maîtrise mieux les arts divins sans nom. La première fois qu'il a utilisé cette capacité, elle était instable et consommait une grande partie de sa force. Mais maintenant, plus il utilise cette compétence, plus elle s'affine et se stabilise. À ce rythme, il sera également capable de maîtriser les formes de base des arts martiaux. Maintenant qu'il a terminé la quête cachée, il a également été reconnu par le conquérant et a été exempté du test au 7e étage. Comme il n'a plus à se soucier du test au 7e étage, il n'y a aucune raison de laisser un gars qui l'a poignardé dans le dos devenir numéro 1. Il s'approche du guerrier, qui se réveille à peine après la chaleur intense qui a envahi la pièce. Puis Ji-Han utilise sa nouvelle lance pour poignarder l'homme. Il mit fin à ses jours en un instant. Le jeu se termina et Ji-Han retourna sur les toits de l'école. On aurait dit que tout le monde regardait son combat dans le donjon. La lance est sans conteste l'objet le plus impressionnant. Et c'est incroyable qu'il ait obtenu quelque chose d'aussi précieux dans un donjon de bronze. Il se tourne vers Ayan et Gyeong, qui regardaient également la diffusion, et annonce qu'il a encore une fois gagné, comme promis. Cela signifie qu'il a gagné le pari et, en guise de récompense, Haon doit lui montrer sa fenêtre de statue. Haeon sursaute et Ji-Han pense d'abord qu'elle veut revenir sur sa parole, mais elle est plus inquiète à propos de la lance géante qu'il tient derrière lui. Elle est remplie d'une puissance si écrasante que Ga-young est presque obligé de dégainer instinctivement son épée. Après avoir rangé la lance, elle lui montre sa fenêtre de statue comme elle l'avait promis, mais elle est toujours gênée de la lui montrer. La voir elle-même confirme exactement ce qu'il pensait. Elle a le don d'accueil, ce qui lui permet d'accueillir d'autres joueurs. Ga-young regarde avec inquiétude depuis le côté. Haon semble mourir de honte. Elle déteste parler de son don. Et elle était tellement bouleversée d'avoir dépensé autant d'argent pour un cadeau aussi nul. Elle était tellement bouleversée qu'elle a commencé à se demander pourquoi elle était allée à l'académie en premier lieu. Et elle a fini par parler en mal de l'académie à chaque occasion. Mais maintenant, elle doit révéler ses capacités d'accueil dans cette même académie, de tous les endroits. Ji-Han, de son côté, ne dit rien, et Haeon lève les yeux vers lui, seulement pour le surprendre en train de lui sourire. Elle pense qu'il se moque d'elle, mais il précise qu'il est heureux. Puis il sort son téléphone et lui demande son numéro de téléphone. Haon lui rappelle qu'elle a perdu le pari, mais il lui dit qu'il veut juste son numéro. Puis elle lui dit que son numéro est sur la carte de visite qu'elle lui a donnée. Mais ensuite il lui dit qu'il l'a perdu. Cela revient à lui dire qu'il ne s'intéresse pas à elle. Mais soudain, il lui demande son numéro. Haeon ne peut s'empêcher de penser qu'il joue avec elle. Et son ego ne le supporte pas. Mais elle finit par lui donner son numéro malgré tout, enregistrant même son nom dans son téléphone avec un cœur. Puis elle se retourne et s'éloigne d'un air suffisant. Se retournant pour voir comment il réagirait à la façon dont elle avait enregistré son nom, Ji-Han, au lieu d'être surprise ou choquée, rit doucement et lui annonce qu'il l'appellera. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour son ego, et elle veut lui crier dessus, mais se retient à peine. Ailleurs dans l'école, Ji-Han assiste à la première partie de donjon de son oncle avec ses camarades de classe, et ils sont tous impressionnés par sa force. Hee-soo. Cependant, il ne semble pas aussi heureux que les autres de l'accomplissement de Ji-Han. En fait, elle a presque l'air en colère, mais elle est brisée par l'un de ses camarades de classe qui l'appelle par son nom. La fille demande à Hee-soo si elle remarque également à quel point Ji-Han est différente par rapport à il y a seulement un mois. La dernière fois que Hee-soo est allé chez C.A., Ji-Han ressemblait à un clochard alcoolique au chômage. Et maintenant, il est devenu quelqu'un d'exceptionnel qui fait même pâlir de joie une de ses camarades de classe. Ce A ne peut s'empêcher de verser des larmes de joie en voyant son oncle devenir quelqu'un d'aussi respectable. Hee-soo rappelle alors à C.A. que son 18e anniversaire approche, ce qui signifie également que le jour où elle deviendra officiellement joueuse approche. Tout le monde se réveille en tant que joueuse à 18 ans, ce qui lui permet de voir ses fenêtres de statue. Les autres élèves s'en souviennent aussi et se souviennent de son inquiétude. Les élèves de l'Académie BattleNet attendent avec impatience le jour où ils pourront devenir joueurs. Après avoir passé tant de temps avec différentes classes et suivi tant d'entraînements, la salle des cadeaux est la principale raison d'être de l'Académie, et tous les élèves sont également très intéressés par les cadeaux. Les autres élèves commencent à se demander si C.A. recevra également un cadeau.
Et certains pensent déjà que ce sera au moins un don de rang S. Après tout, son père a un don de rang SSS, sa mère était un rang SS et une sainte, et il y a des rumeurs selon lesquelles son oncle est au moins un rang S. Avec tous ses talents dans sa famille, il est impossible qu'elle ne soit pas aussi puissante qu'eux. Bien qu'il y ait déjà eu des recherches qui prouvent que la génétique n'a rien à voir avec les dons. Malgré tout, elle espère toujours obtenir quelque chose de bien. Son anniversaire est dans un peu plus d'une semaine. Elle est donc très anxieuse à ce sujet. Mais Hee-soo essaie d'être là pour la réconforter. Elle dit à Si d'attendre avec impatience un cadeau qu'elle recevra pour son anniversaire. Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement de la Neo Self-Defense Force au Japon, d'innombrables personnes inconscientes se trouvaient derrière le roi de l'épée, preuve de sa séance d'entraînement. Les spectateurs ne peuvent que se demander si le roi des épées a toujours été aussi puissant. Cependant, cet entraînement a clairement démontré qu'il est devenu encore plus fort et que toutes ses capacités sont désormais supérieures à celles d'avant. Maintenant que les choses sont arrivées à ce niveau, tout le monde dans la Neo Self-Defense Force attend avec impatience le jour où Ito Ryuhei fera ses débuts dans le combat entre la Corée et le Japon. Au siège de la guilde divergente, Aeon a une conversation téléphonique très animée avec quelqu'un. Elle parle à son père, qui souhaite qu'elle tente une relation avec quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. Ils continuent de se disputer et son père continue d'essayer de l'encourager à se marier le plus tôt possible. Et finalement, elle est tellement bouleversée qu'elle raccroche brusquement. Ji-young entre dans la pièce pour vérifier ce qui se passe. Et Haeon ne cache même pas sa colère. Elle a quitté sa maison et sa vie parce que son père n'arrêtait pas de la forcer à épouser des gens bien trop vieux ou antipathiques. Cette fois, il l'a forcée à sortir avec un homme en surpoids, vieil homme chauve de la Neo Self-Defense Force. C'était une situation vraiment mauvaise et inconfortable. Et c'est sa vie depuis qu'elle est mariée. Malgré sa richesse, son père souhaite qu'elle épouse un homme fortuné. Gyeong suggère à Haon d'aller se reposer chez elle, mais elle refuse, se sentant plus à l'aise au siège de la guilde divergente. Haon prend alors un moment pour s'excuser auprès de son garde du corps. Apparemment sortie de nulle part, elle sait que Gyeong n'a pas beaucoup de temps libre puisqu'elle travaille comme garde du corps, et avec son don de rang S, ses talents auraient été bien plus utiles ailleurs. Gyeong n'y voit pas d'inconvénient, et elle assure à Haon qu'être garde du corps est son devoir et quelque chose qu'elle a choisi de faire. Pour l'instant, elle va attendre que Haon hérite de l'entreprise. Bien que le recruteur de la guilde des divergents ne souhaite pas le faire, elle souhaite être indépendante afin de gagner sa vie et de vivre comme elle l'entend, sans que ses parents ne la harcèlent pour qu'elle se marie. Cela aurait été une noble cause si Haon n'avait pas principalement gagné son argent grâce au jeu d'argent. C'est peut-être légal, mais Haon perd à chaque fois, ce qui rend très improbable qu'elle gagne de l'argent de cette façon. Mais cette fois, elle est sûre de pouvoir gagner gros. C'est grâce au match Corée-Japon qui approche. C'est une situation plutôt triste, mais tous les Coréens parient sur la victoire du Japon. On ne veut pas le dire directement, mais tout le monde sait que le Japon va gagner. Son téléphone vibre dans sa main avec un message de Ji-han. Et le contenu du message fait écarquiller ses yeux de stupeur. Le lendemain, Ji-han tient sa promesse d'offrir à Diego de la bonne nourriture en guise de remerciement pour son aide pendant la mission de défense. Ils se rendent tous les deux dans un restaurant chic où Diego goûte pour la première fois au bœuf coréen. Et même lui constate que c'est très cher. Ji-han n'y voit pas d'inconvénient et lui conseille de demander ce qu'il désire. Il demande à boire et Ji-han lui commande du soju. En une fraction de seconde, Diego le mélange parfaitement, encore mieux que Diego n'aurait pu le faire. Puis il prend une bouchée de viande et c'est tellement bon que Diego peut à peine parler. Maintenant qu'ils ont fait connaissance, Ji-han dit à Diego de parler de manière plus décontractée et plus confortable. Ils discutent et boivent tous les deux, et au fil de la journée, Diego avoue qu'il est un peu rancunier quant à la façon dont sa vie s'est déroulée. Sans le BattleNet, il ne vivrait pas ce genre de vie. C'était une star du football, l'un des meilleurs au monde, mais en un clin d'œil, il a touché le fond. À cause de cela, il n'a plus pu subvenir à ses besoins, et sa femme et ses enfants l'ont quitté. Ji-han comprend ce que Diego veut dire. Il était autrefois une star mondiale, et c'était quelqu'un qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais avec la naissance du BattleNet, le public a commencé à se désintéresser du sport, et du même coup,
Il a également perdu tous ses fans. Finalement, la FIFA et le monde du football professionnel disparaîtraient à mesure que les gens oublieraient complètement le football. Il n'y a rien de plus à dire lorsqu'un joueur de classe mondiale est obligé de vivre en Corée pour enseigner aux enfants comment jouer au football. Diego arrête de parler de lui et suggère d'aller droit au but. Jihan lui a récemment conseillé de devenir mage. Et il veut savoir pourquoi. C'est à cause du don de Diego. Il renforce tout équipement qui ressemble à un ballon de foot. Et c'est aussi un cadeau de rang SSS. C'est pour ça que Diego emporte un ballon de foot partout avec lui, mais il ignore s'il a les qualités requises pour devenir mage, car son mana est vraiment mauvais. Pour montrer sa sincérité, Jihan invoque un objet qu'il a obtenu spécialement pour Diego. C'est un orbe d'arachné, un objet magique de rang B de la tribu des araignées. L'orbe est enveloppé d'une toile d'araignée, ce qui le rend très élastique, et comme les araignées n'ont que des pattes, l'orbe est considéré comme une boule, ce qui en fait l'équipement idéal pour Diego. Cet objet fera ressortir le véritable Diego, qui était le mage le plus puissant ayant jamais existé dans la vie passée de Jihan. Diego demande nerveusement combien cela coûte et Jihan lui répond que c'est environ 50 millions de wons. Et l'évocation du prix exorbitant dégrise immédiatement Diego. C'est plus cher que la compte pour sa maison. Normalement, Diego ne serait pas en mesure d'acheter quelque chose comme ça, même après 10 ans d'économie. Jihan n'a pas encore terminé, et il a encore beaucoup à offrir. Il veut offrir cette orbe à Diego. Et il prévoit même de soutenir financièrement Diego. L'ancienne star du football n'en croit pas ses dires. Mais notre MC n'a pas fini. Il souhaite que Diego rejoigne la guilde qu'il créera lorsqu'il atteindra le rang argent. Naturellement, Diego veut savoir si Jihan a assez d'argent pour ça, et notre maître de cérémonie en est convaincu, même s'il est aussi certain qu'il va bientôt gagner beaucoup plus. Puis il montre son téléphone à Diego. Et tout ce qu'il y a dessus suffit à faire penser à la star du football que Jihan a officiellement perdu la tête. Ce sont les prédictions du match qui aura lieu entre le Japon et la Corée, et il prédit que la Corée aura une victoire et 3 défaites. Il envoie la même information à Haiyan, mais elle n'y croit pas. Il n'y a aucune chance que la Corée puisse gagner contre le roi de l'épée. Mais sa prédiction sera bientôt prouvée, car le moment sera venu pour la Corée du Sud de se qualifier pour le match aller. Le tour du Japon est enfin arrivé. Diego n'arrive pas à croire que Jihan pense que la Corée remportera une seule victoire. Il lui est presque impossible d'imaginer cela. Il ne méprise pas l'équipe coréenne, mais le roi des épées d'un tout autre niveau. C'est quelqu'un de si puissant qu'il peut affronter une équipe entière à lui seul. Jihan comprend pourquoi c'est difficile à croire, mais c'est plus facile de le montrer que de l'expliquer. Puis Jihan prend une télécommande et allume la télévision à côté de leur table, montrant le match en direct. La compétition internationale est sur le point de commencer et les conditions pour gagner sont qu'une équipe doit vaincre tous les joueurs de l'équipe adverse. Il y aura 5 manches et la première équipe à remporter 3 victoires sera la gagnante de la bataille. Ryuhei lance immédiatement la charge et dit à ses coéquipiers de suivre son exemple. Mais les autres hésitent. Ils ne veulent pas suivre son exemple. Et ils ne le reconnaissent pas comme un coéquipier. Ce n'est pas seulement parce qu'il est coréen, mais aussi parce qu'ils ont un autre membre qui est leur coéquipier de longue date. Cette personne a dû être éliminée pour que le roi de l'épée puisse participer à cette compétition. À cause de cela, il refuse de suivre les plans de Ryuhei. Tandis qu'ils se disputent, l'un des joueurs coréens commence avec une attaque puissante visant directement Ryuhei. L'attaque atterrit parfaitement, surprenant tout le monde dans l'équipe japonaise ainsi que même dans l'équipe coréenne. Ils voient cela comme une opportunité et se précipitent pour pousser l'attaque avant qu'ils ne puissent récupérer. Leur objectif est d'éliminer d'abord le roi de l'épée, puis de s'attaquer aux autres plus tard. Ryuhei les arrête sur le chemin d'un simple coup d'épée, coupant le sol devant eux avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Puis, en signe de rébellion, il se poignarde dans la poitrine. Il s'est retiré du premier tour de la compétition. Cela donne la première victoire à l'équipe coréenne, choquant toute la foule. C'était le kill de l'équipe coréenne, même si Ryuhei s'est éliminé. La prédiction de Jihan commence à prendre sens, mais la question est de savoir comment il savait que cela allait arriver. Jihan ne peut pas le révéler, mais il dit à Diego de se concentrer sur le match pour l'instant. Avec Ryuhei éliminé, l'équipe coréenne a la tâche facile pour éliminer les joueurs japonais restants, offrant la première victoire à la Corée. Le titre de MVP
revient au soutien qui a lancé le sort qui a touché le roi des épées. Et comme ça, les choses ont pris une tournure totalement inattendue. Mais c'est exactement ce que Jihan avait prédit. Tout se déroule exactement comme dans sa vie passée, même les taux de dividendes de l'application de Paris. De retour dans la zone de récupération, les joueurs japonais confrontent Ryuhei pour sa décision irréfléchie. Il est le représentant de la nation et il s'est suicidé par hasard pour prouver quelque chose. Ryuhei en a assez de leurs plaintes incessantes et les traite de déchets sans aucun professionnalisme. Il comprend maintenant pourquoi ils ont perdu à chaque fois contre la Corée. Et il en a assez de vivre avec ça. Leurs amitiés enfantines ne l'intéressent pas, et il leur dit calmement que s'ils ne le reconnaissent pas comme leur chef, il se suicidera ensuite à chaque round jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Face aux choix qui s'offrent à eux, ils n'ont d'autre choix que d'accepter Ryuhei comme chef s'ils veulent gagner. Le deuxième round commence et les Coréens sont tout aussi désemparés que la dernière fois. Ils ne comprennent pas pourquoi Ryuhei s'est suicidé sans raison apparente. Ils se demandent d'abord s'il s'agit d'un espion, mais ils comprennent vite que ce n'est pas le cas. Le Ryuhei sur le champ de bataille est clairement plus que disposé à se battre maintenant, et il a une atmosphère complètement différente autour de lui que la dernière fois. L'équipe coréenne reste vigilante et se prépare à défendre, mais en un clin d'œil, Ryuhei a lancé une attaque si puissante qu'elle touche 3 d'entre eux en un seul coup. La puissance brute de l'attaque choque les joueurs et le public lorsqu'ils réalisent l'écart de puissance écrasant. Il enchaîne ensuite avec une autre attaque, tuant immédiatement le dernier joueur restant qui a survécu à son attaque vicieuse. Le public coréen tremble de peur tandis que le public japonais crie de joie et scande le nom de Ryuhei. Le roi de l'épée a vaincu l'équipe sud-coréenne avec seulement 2 attaques, ce qui a égalisé les scores. Comme prévu avec le retour du roi des épées, le Japon remporte haut la main le 3e tour. Et le 4e tour ne diffère guère. L'équipe coréenne peine à résister à la puissance écrasante de Ryuhei, et la défaite se solde par une défaite à sens unique. Au 4e round, ils tentent de livrer un combat plus dur. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans le combat, mais c'est finalement inutile. Même avec les mains liées, il est toujours capable de déplacer l'épée avec un autre pouvoir et de briser ses chaînes, les vaincre un par un sans perdre un battement. Il ne reste plus que l'archer et le mage, et tous deux peinent à tenir bon, mais c'est inutile. Avec leur attention entièrement concentrée sur Ryuhei, l'autre équipe est capable d'abattre l'archer avec un coup bas avant qu'il ne s'en aperçoive. Les autres membres de l'équipe japonaise sont toujours là après tout, et ils peuvent encore se battre, aussi infimes soient-ils. Avec seulement le mage restant, Ryuhei monte personnellement pour l'achever. Il le fait avec une nouvelle capacité qu'il semble avoir appelée Sword Flight. Les deux joueurs discutent un peu, et la mage ne laisse pas sa perte inévitable l'empêcher de narguer Ryuhei sur sa décision irréfléchie de quitter la Corée et de se montrer au Japon. Ryuhei ne laisse pas ses mots l'atteindre et lui dit qu'elle aurait pu survivre plus longtemps si ses compétences de combat étaient au moins 2 fois moins bonnes que ses compétences de parole. Ne voulant pas se rendre sans se battre, la mage active un sort qui augmente sa puissance. Mais avant de pouvoir l'activer pleinement, le roi de l'épée décide d'essayer une nouvelle technique sur elle, faisant tomber une épée de lumière géante au-dessus de sa tête, ce qui ne laisse rien d'autre qu'un énorme cratère au milieu de l'arène. Le match est terminé, et comme prévu, c'est une victoire écrasante pour le Japon. L'équipe coréenne a du mal à accepter cette défaite, mais elle est déterminée à revenir plus forte, quoi qu'il arrive. Diego est stupéfait que Jihan ait prédit le résultat avec autant de précision. Il ment en disant l'avoir vu en rêve, et maintenant ce rêve l'a aidé à gagner une montagne d'argent qui lui convient parfaitement. Mais cela ne calme pas son inquiétude quant à la performance qu'il a vue de Ryuhei. Le roi de l'épée est bien plus fort que Jihan ne s'en souvient, et à ce rythme, notre MC ne pourra pas le vaincre. En fait, les arts divins sans nom pourraient même ne pas suffire à le vaincre. De plus, il possède également un don de rang SSS, le pic des épées jumelles, qui le rend encore plus redoutable. Toutes ces statistiques pourraient jouer contre lui. Mais Jihan s'en fiche. Il veillera à ce que, quelle que soit la force du roi des épées, il le devienne encore plus. Les deux finiront par s'affronter, et ce sera un combat pour les âges. Quelqu'un d'autre est beaucoup plus excité par son gain de pari que Jihan. Bien que Hyeon ait réussi à gagner 200 000, elle a gagné sur seulement 5 000 $.
Elle n'aurait jamais imaginé que ce jour arriverait, et c'est grâce à Jihan. Malheureusement, elle s'est retrouvée avec une dette d'environ 20 000 $ sur le total des gains du jeu. Après avoir suivi les conseils de Jihan, Hae-in était sûre que la Corée du Sud aimerait 0-3 et parierait davantage contre eux. Elle a parié 200 000 $ sur sa certitude que la Corée subirait une défaite écrasante sans une seule victoire, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec une perte nette. De retour avec Jihan et Diego, la prochaine question est le sujet principal d'aujourd'hui. Le fait que Jihan veuille conclure un contrat avec la star du football. Diego ne comprend pas pourquoi Jihan veut soudainement signer un contrat avec lui. Il ne se considère pas digne de tant d'efforts. Mais Jihan est sûr que ce contrat en vaudra la peine. Il dit à Diego que la même prévoyance qu'il a utilisée pour prédire le résultat du match Corée-Japon est la même chose qu'il utilise pour dire que Diego sera un atout très précieux dans le futur. Jihan est très confiant dans cette décision, et c'est pourquoi il veut amener Diego à ses côtés, quel qu'en soit le prix. Diego est sur le point de devenir le mage le plus fort du monde, et ce contrat n'est rien de plus qu'un investissement de Jihan. Diego n'a jamais eu personne qui lui courait après autant depuis l'époque où il était une star du football. Il lui manquait le fait d'être un élément essentiel de l'équipe de quelqu'un. Après la création de BattleNet, il pensait qu'il ne ressentirait plus jamais ce sentiment. Maintenant, Jihan est sorti de nulle part pour lui montrer une nouvelle lueur d'espoir. Il n'y a aucune raison pour qu'il refuse une offre aussi généreuse. Diego se lève joyeusement de sa chaise et tend la main sur la table pour serrer la main de Jihan. Il n'oubliera jamais la gentillesse que Jihan lui a témoignée aujourd'hui, et il est déterminé à lui rendre 10 000. Jihan sourit légèrement et lui dit qu'il attend ce jour avec impatience. Pendant ce temps, ailleurs, Gyeong mène son propre combat de gladiateur. Elle n'est pas aussi douée que Jihan, mais elle remporte toujours facilement la compétition et est connue pour se classer constamment au sommet dans toutes les missions auxquelles elle participe. Les gens font généralement équipe pour l'éliminer à cause de cela, mais elle est toujours capable de les envoyer voler avec facilité. La partie se termine lorsqu'elle élimine les 2 dernières menaces et fait baisser le nombre total. Et une fois de plus, elle termine première. Son résultat de 5 kills n'est pas mal du tout, mais elle ne peut plus se contenter de cela. Elle doit devenir plus forte pour rivaliser avec le roi des épées, un combattant de haut rang qui a fait preuve d'une puissance écrasante lors du match Corée-Japon. Et aussi à Jihan. Devenu une légende invaincue, Jeong a commencé à se relâcher après son entrée dans la guilde divergente, et elle doit faire mieux à l'avenir. Ce AL fait face à des difficultés similaires. Elle lit un article sur la récente victoire de son père avec une expression peinée. Elle essaye de faire comme si de rien n'était. Mais Issou peut dire juste à l'expression de son visage que CA n'est pas dans un bon endroit en ce moment. Le vice-président propose de rester chez CA pour la journée pour la rassurer, mais CA décline l'offre. Elle est juste heureuse que Hee-soo soit prête à la ramener chez elle, puisque son oncle était occupé avec le travail et n'a pas pu venir la chercher aujourd'hui. Le chauffeur s'excuse même personnellement d'avoir commis l'erreur de défier Jihan sans raison l'autre jour. Hee-soo aborde alors un autre sujet déjà abordé et demande à CA si elle y a réfléchi. La fille du roi de l'épée semble toujours hésiter à accepter tout ce dont ils ont discuté. Leur conversation est interrompue lorsque la voiture s'arrête brusquement. Hee-soo, furieuse, demande à son chauffeur pourquoi il s'arrête si brusquement. Mais la raison est qu'il y a une foule juste devant la voiture pendant qu'ils parlent. Ils sont arrivés au palais de l'épée. Et juste devant le bâtiment, il y a une foule de gens qui semblent l'attendre. Jihan a terminé sa réunion avec Diego et rentre chez lui. Sur les toits, il remarque qu'il se sent beaucoup plus léger maintenant que sa force a augmenté et qu'il a aussi beaucoup grandi grâce à cela. Il prend un moment pour admirer la vue depuis le sommet d'un immeuble et s'assoit au bord, observant les rues paisibles en contrebas. Il avait l'habitude de se détendre sur les toits lorsqu'il vivait aux États-Unis, ce qui le rend quelque peu nostalgique du passé. Il a maintenant une vision à la première personne du genre de personne qu'était Ryuhei à cette époque. En réalité, il n'a jamais eu l'occasion d'affronter le roi des épées en personne dans sa vie passée. À l'époque où la moitié des pays de la Terre avaient disparu et où il commençait à devenir un guerrier de haut rang, le roi des épées, qui était le guerrier le plus gradé, disparaît soudainement sans laisser de traces. Jihan ignore toujours pourquoi il a disparu.
il est assurément aussi fort que Jihan à son apogée. Ce n'est pas parce qu'il grandit vite qu'il peut se permettre de faire une pause. Il doit grandir et devenir encore plus fort qu'il ne l'était à l'époque. Pour y parvenir, il doit maîtriser au plus vite les arts divins sans nom. Maintenant qu'il a fini de se reposer, il reprend son chemin vers chez lui où une scène saisissante l'attend. Le chauffeur de Hee-soo tente d'écarter les passants pour permettre à C.A. de passer, mais ils sont tout simplement trop nombreux. Ces gens sont des journalistes, et ils sont tous là pour essayer d'obtenir des interviews de première main avec C.A. Malgré les tentatives de l'homme plus grand pour les retenir, ils continuent tous d'essayer de se frayer un chemin pour atteindre la voiture. Ils continuent à lui poser des questions sur le match du roi de l'épée aujourd'hui, et même l'accuser d'avoir antagonisé le roi de l'épée avec ses déclarations antérieures. Ils continuent d'essayer de s'approcher de la voiture comme des vautours, et la scène commence à devenir incroyablement écrasante pour C.A. Elle essaie encore de digérer toute cette scène. A se couvre le visage tandis que les journalistes pressent leur caméra contre la portière de la voiture, espérant l'apercevoir. De ce fait, elle ne remarque pas le léger sourire narquois sur le visage de son ami, qui fait semblant de réconforter la jeune fille en détresse derrière eux. Une voix en colère les appelle calmement alors que Jihan s'approche. Il utilise ensuite la force pour repousser tous les journalistes et créer un espace confortable pour lui permettre d'atteindre la voiture. Les journalistes sont toujours aussi acharnés et accusent Jihan de s'en prendre à des journalistes innocents qui ne font que leur travail. Ils l'accusent même de ne pas se soucier de l'opinion publique. Au contraire, il se soucie vraiment de son image. C'est pourquoi il les traite avec tant de gentillesse, malgré sa colère. Son air furieux suffit à faire taire les journalistes et à les forcer à détourner le regard. Et il leur rappelle qu'ils devraient être reconnaissants que les choses se soient terminées ici. Puis elle atteint la voiture où C.A. se couvre toujours le visage en signe de détresse et lui dit gentiment qu'ils devraient rentrer. Alors qu'ils descendent tous les deux de la voiture, Jihan prend un instant pour remercier le chauffeur d'avoir tenté de la protéger. Puis il s'éloigne de la voiture tandis que Hee-sun leur dit au revoir. Une fois hors de portée de voix, Hee-soo éclate de rire. Elle n'a presque pas pu se retenir pendant toute l'épreuve. Les autres journalistes la remarquent en riant. C'est la fille du propriétaire du premier média sud-coréen. C'est triste que C.A. doive traverser ça et Hee-soo sourit en rappelant silencieusement à la fille que tout est fini pour elle. Pendant ce temps, Ryuhei revient à la télévision publique en affirmant une fois de plus qu'il n'a pas de fille. Il a abandonné son passé et est venu au Japon. Et il dit que s'il a quelque chose qui peut être appelé une fille, alors elle n'est plus rien pour lui. C'est la grande interview qui a provoqué tout ce tapage. Et Jihan a du mal à se retenir. Sa colère envers son ancien beau-frère se manifeste envers son unique enfant. Malgré sa colère, mais il s'inquiète surtout pour C.A. Sa nièce commençait tout juste à s'éclaircir, et cette surprise est arrivée de nulle part, ruinant tout leur progrès. Son expression s'est à nouveau assombrie, et il ne peut s'empêcher de se sentir terriblement mal d'en arriver là. Mais soudain, C.A. l'appelle et lui demande s'il se souvient de la promesse qu'il a faite d'écouter toutes ses demandes. La promesse a été faite lorsqu'elle a décidé qu'elle l'aiderait à trouver la Reine des Ombres. Elle pense qu'il est temps qu'il tienne cette promesse parce qu'elle pense avoir trouvé l'ombre. Après de nombreuses recherches, les yeux de Jihan s'écarquillent alors que C.A. sort son téléphone et lui montre une vidéo qu'elle a trouvée qui révèle l'identité de la Reine des Ombres. Autru. Et c'est tout ce qu'on a de temps à perdre. Sihan a beaucoup à faire, mais il semble que C.A. soit assez forte pour non seulement se débrouiller seule, mais aussi l'aider.